Merci pour cette présentation. Alors, je voudrais dire quel plaisir j'ai de me trouver parmi vous et de voir démarrer ce labo très prometteur. C'est sur un thème qui m'est cher depuis peu de temps, je dois le reconnaître, que je suis une passionnée de la cause animale depuis seulement 3-4 ans. Auparavant, je m'intéressais effectivement au discours politique, mais ce n'est pas par ce biais-là que je suis venue à la cause animale, parce que dans le politique, il en est encore très peu question. Et on a eu encore des preuves récemment. Mais la seule preuve que j'en donnerai, je m'excuse, j'ai une voix très abîmée en ce moment, parce que j'ai aussi une petite crève là, et j'ai beaucoup toussé ces derniers jours. J'espère que vous m'entendez bien, ou je sais pas. Vous m'entendez à peu près? Bah, je vais peut-être forcer ma voix, ça va pas être très joli, mais tant pis. Donc, ce que je veux dire, oui, mes précédents ouvrages, c'était sur les débats présidentiels, que j'ai décortiqués avec une collègue d'ailleurs, de fond en comble, dans tous les débats présidentiels, depuis le premier de 1974 jusqu'au dernier. Et je peux vous dire que dans ce corpus quand même assez considérable, il n'y a que 2 allusions aux animaux. 2 en tout et pour tout, et encore. Il y en a une, c'est lorsque Mitterrand, c'est lorsque, attendez que je ne dise pas de bêtises, Mitterrand reproche à Giscard d'avoir augmenté la TVA pour les animaux domestiques. Bon. Et l'autre, c'est lorsque Hollande reproche à Sarkozy de lui avoir attribué tous les animaux du monde et que les partisans de Sarkozy ont traité Hollande de toutes sortes d'animaux et qu'il en a fait un bréseau, ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est toujours dévalorisant de traiter un être humain d'animal quel qu'il soit. C'est tout ce qu'on a dans ce corpus, c'est vous dire. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi moi je me suis intéressée à cette histoire, je le dis un peu dans ma préface, c'est venu, et c'est devenu effectivement maintenant mon champ d'intérêt, que je peux dire exclusif, avec des retombées politiques, mais que je retrouve vraiment par un tout autre bout. J'en parlerai peut-être à la fin. Alors, j'ai été très intéressée par tout ce qui s'est dit dans les précédentes interventions, vraiment, ça m'a appris des choses. Moi, comme vous le voyez par ce titre, je ne vais pas parler de l'animal en tant que tel, mais de la relation entre les humains et les animaux. Donc, nous et les autres animaux. Alors, avec le mot « autre », vous voyez tout de suite se pointer une espèce d'engagement, une espèce de prise de position, parce que quand on dit les autres animaux, ça implique évidemment que nous-mêmes en sommes, nous les humains. Et c'est justement là qu'est l'enjeu principal du débat. Est-ce que nous sommes des animaux? Est-ce que nous ne le sommes pas? Alors, pour tout de suite introduire à cette affaire-là, je vais partir de la définition de « animal » dans le dictionnaire. Bon, donc en synchronie, moi j'ai travaillé en synchronie, et surtout dans la langue courante. Auparavant, pour vous expliquer ce titre, en réalité, c'est une allusion au titre d'un ouvrage qui, en son temps, a été très connu, mais c'était en 1800, si je ne m'abuse, en 1989, et c'était un ouvrage de Tzvetan Todorov qui s'appelait « Nous et les autres ». Tzvetan Todorov, grand sémioticien qui est décédé depuis. Donc cet ouvrage, 1989, je pense qu'il n'est plus très connu aujourd'hui. La plupart d'entre vous n'étaient même pas nés quand est paru cet ouvrage. Et alors évidemment, chez Todorov, ça voulait dire nous, notre communauté humaine à laquelle nous appartenons, et les autres communautés humaines, culturelles, ethniques, etc. À l'époque, presque personne ne s'intéressait aux animaux. Donc la question de Todorov, c'était comment peut-on se comporter avec d'autres communautés culturelles et ethniques que la nôtre, et comment peut-on échapper à l'ethnocentrisme. Bon. Alors moi, ce que je fais avec ce titre, c'est que je l'étends en lui ajoutant un adjectif « animaux », et du même coup, en étendant la problématique, alors comment se comporter avec les autres espèces que nous, et comment sortir de l'anthropocentrisme. Voilà un peu l'élargissement du champ de notre considération morale qui est en jeu dans ce titre-là. Alors, je vais commencer. Voilà, le petit Robert 2020. Animal. Comme vous le savez, ce terme est polysémique. Il a 2 sens.
dont l'un est générique, l'autre spécifique. C'est-à-dire que des deux signifiés, il y en a un qui est inclus dans l'autre. On dit que c'est un terme qui se domine lui-même. En termes plus techniques, moi j'appelle ça un auto-hyperonyme ou auto-hyponyme. Il est son propre hyperonyme, son propre hyponyme. Ce n'est pas le seul cas en français. C'est un phénomène lexical attesté, ne serait-ce que pour homme aussi. Homme qui peut inclure les femmes ou exclure les femmes. Puis il y a beaucoup d'autres exemples de termes comme ça. Mais alors si je regarde de plus près. Alors le premier sens, c'est le sens donc générique, inclusif, incluant l'autre humain. Premièrement, biologie. Alors, ce que je dirais, c'est que ce sens générique ne s'emploie guère qu'en biologie. C'est le sens scientifique, mais que dans la langue ordinaire, il n'est pas utilisé. Voilà en gros, si vous voulez l'idée. Biologique, être vivant organisé, doué de sensibilité, je ne sais pas ce que vous pensez de cette définition, de motilité, hétérotrophe, difficile à distinguer du végétal à l'état unicellulaire. Bon, il y a une espèce de continuum là entre bon. Couramment. Alors c'est là où ça m'a. Moi je vais parler que de la langue courante. Il a été très très bien parlé précédemment de la langue scientifique. Alors couramment. Alors c'est là où ça devient intéressant. D'abord ce sens générique là n'existe quasiment que dans des syntagmes comme animal raisonnable, animal social, animal supérieur, animal humain, l'être humain. À propos d'être humain, je fais une petite parenthèse. Dans le Petit Robert, jusqu'à 2020, vous aviez concept général incluant l'homme. C'est une petite parenthèse sur le sexisme de la langue, et c'est seulement depuis 2020 qu'ils ont remplacé l'homme par l'être humain. Bon, je ferme cette parenthèse sur les problèmes des relations entre sexisme, spécisme, on en parlera peut-être. Enfin bref. Donc, animal raisonnable, social supérieur, l'être humain. Alors, vous voyez que tout de suite, dans son sens générique, eh bien, le terme se réduit au sens spécifique avec des adjectifs et sens spécifique humain. Et évidemment des adjectifs dont vous voyez tout de suite la connotation positive. Des adjectifs très valorisants, raisonnable, social, supérieur, humain. Et après, quand le mot animal est tout seul dans ce sens 1, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un terme d'injure. Personne grossière, stupide, brutale. Tiens donc, il commence à me courir l'animal. Mais vous voyez, comme quand on dit il commence à me courir l'animal, on sent tout de suite que c'est une métaphore, en fait, et que ça renvoie au sens 2. Donc, en réalité, ce sens générique, en dehors de la biologie, il n'est pas utilisé. Et que toujours, dans le langage ordinaire, quand on dit animal, c'est le sens 2, excluant l'être humain. J'en ai aussi pour preuve que dans toute la littérature que je lis abondamment d'antispécistes, ils commencent tous par dire « Bon, je sais bien que animal, ça inclut aussi l'homme, mais moi, pour me conformer à l'usage ordinaire, quand je dirais animal, eh bien, ce sont les autres animaux que l'homme. » J'en cite 5 exemples, dont le Bonnardel d'ailleurs. Eh oui, ça veut dire qu'on est bien obligé de se résigner à ce coup de force, en fait, que nous impose le lexique. Alors, en quoi consiste ce coup de force? Eh bien, d'abord, en une rupture radicale entre, d'une part, d'un côté, l'être humain, et de l'autre côté, tous les autres animaux mis dans le même sac. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais appeler la césure, qui est marquée dans le lexique, et qui concrétise cette frontière ontologique, qui serait ontologique, entre notre espèce et toutes les autres espèces. Et ensuite, alors regardez, être vivant non végétal, ne possédant pas les caractéristiques de l'espèce humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un animal? Ça se définit négativement comme étant ni humain, ni végétal, c'est-à-dire comme quelque chose qui est coincé, en quelque sorte, entre ces deux opposés, que sont l'humain et la terre. Ce n'est pas une position très, très confortable, mais apparemment c'est comme ça qu'on définit l'animal, ce qui tout de suite voit comme il est dévalorisé, et ensuite, voire bête, qui est un terme péjoratif, le synonyme. Alors, ne possédant pas les caractéristiques, un animal, c'est très généralement ce qui se définit par ce qu'il n'a pas. Ça, c'est vraiment assez constant dans la... Donc, vous voyez que tout de suite, rien qu'avec cette définition du mot animal, tous les problèmes sont là. C'est-à-dire que l'homme est un animal sans être un animal. Alors, selon cette contradiction entre ces deux assertions, c'est un animal, c'est pas un animal, qui est au cœur de la problématique, et c'est par rapport à ça qu'on va se définir comme étant plus ou moins spéciste ou plus ou moins non spéciste. Donc tout le problème est là.
est-ce qu'on est plutôt un animal, ou plutôt un non-animal, ou plutôt pas un animal? Et c'est à partir de là que vont se définir des positionnements que je vais appeler rupturistes d'un côté, ou discontinuistes, hein, ceux qui admettent la césure infranchissable, le fossé, le mur, la muraille, l'abîme, etc. Il y a toutes sortes de termes pour désigner cette chose-là, cette séparation ontologique entre notre espèce et les autres. Donc moi j'appelle ça la césure, mais peu importe. Et puis d'autre part, de l'autre côté, le continuisme. Alors, est-ce qu'on est plutôt rupturiste? Est-ce qu'on est plutôt continuiste? C'est ça que je vais regarder ensuite sous différents angles. C'est-à-dire, attendez, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est une espèce de, je vais vous commenter ma table des matières. Bon, c'est un peu trivial, mais ce que vous voulez, c'est le moyen le plus simple que j'ai de vous, d'envisager ce que vous appelez gentiment une somme. On peut appeler aussi un fourre-tout, je ne sais pas. C'est parce que quand je me suis lancée là-dedans, je me suis mise à lire des tas de choses et de fil en aiguille, je me suis amenée à synthétiser toutes sortes de choses que je lisais et petit à petit d'ailleurs à prendre position comme on va le voir. Alors il y a donc ces deux aspects, si vous voulez, dans ce bouquin. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où ils sommes, on peut le dire, un petit peu où état des lieux, tel que je l'ai reconstitué à partir de mes lectures, de mes informations personnelles, et puis en même temps, petit à petit, une espèce d'engagement qui s'est imposé à moi et que je vais essayer dont je vais essayer de vous reproduire un peu l'itinéraire. Alors, la première partie, regard croisé sur la question animale, philosophie, éthologie, zoosémiotique, zoopoétique. Alors, le chapitre 1, la césure, approche philosophique et éthologique. Approche philosophique, triomphe de la césure, approche éthologique, la césure mise à mal. Donc vous voyez l'idée. Approche philosophique, triomphe de la césure, il en a été question très bien ce matin avec Descartes, et puis avec effectivement toute la question animale au XVIIe siècle, etc. Alors, personnellement, je me suis beaucoup inspirée d'Élisabeth de Fontenay pour rédiger ça. C'est une petite synthèse, parce que quand même, son Silence des bêtes, c'est assez monumental. C'est une espèce de traversée de toute la conception philosophique occidentale depuis les présocratiques jusqu'à nos jours, et dont il ressort, avec au centre évidemment la querelle autour de Descartes, etc., et dont il ressort de toute évidence que c'est le spécisme qui très très largement domine évidemment toute notre tradition philosophique occidentale. Alors, par spécisme, j'entends de façon très, très simple cette attitude de discrimination envers les autres animaux, avec ces deux aspects qu'on a déjà vus dans la définition d'animal, d'une part la césure, et d'autre part la dévalorisation des autres animaux par rapport à l'espèce humaine. C'est les deux grands aspects qui caractérisent une attitude spéciste. La rupture, il y a une barrière infranchissable, et un désinvestissement axiologique, le bien du côté de l'humain et le mal du côté de l'animal. D'ailleurs, ça rime un peu, c'est maintenant que je m'en aperçois. Bien, alors, approche philosophique, triomphe de la césure. Bon, je ne vais pas en parler davantage, c'est plutôt une petite synthèse que j'ai faite à partir surtout de Fontenay et d'autres. Et après, approche éthologique, la césure mise à mal. Alors de cela, il a été aussi question très bien tout à l'heure. Quand je dis approche éthologique, il faut distinguer évidemment différents courants au sein de l'éthologie, et qui sont plus ou moins d'ailleurs successifs, ça répond à une chronologie. D'abord, comme il a été dit, un courant inspiré par le behaviorisme. C'est-à-dire quand l'éthologie s'est constituée, elle a été vite mise sous la coupe de ce courant psychologique dominant à l'époque, qui était le behaviorisme. Alors, avec, vous savez, les conditionnements, et qui était dominé par une espèce de hantise de l'anthropomorphisme, qui arrivait d'ailleurs, qui aboutissait à une espèce d'aveuglement total, tellement on avait peur de tomber dans l'anthropomorphisme, et quand on tombait dans l'anthropomorphisme, on s'en relevait difficilement, en particulier au sein de l'institution,
Et c'est ça, Frans de Waal, qui le décrit très bien. Alors, il décrit très bien ce que je vais appeler le spécisme méthodologique, qui était en vigueur dans ces courants éthologiques-là, et dont Frans de Waal donne beaucoup d'exemples. Il dit que, par exemple, on avait très très peur de donner des intentions aux animaux, et que, par exemple, alors qu'on dit, quand un homme prend un bâton, attrape une banane et la fait tomber, il dit, il prend un bâton pour attraper la banane. Si c'est un chimpanzé, on n'avait pas le droit de dire pour. Il prend un bâton, la banane tombe, et voilà. Mais surtout pas de pour, parce que ça donnait une intentionnalité aux animaux, et de cela, il n'était pas question. Alors, il montre aussi, d'ailleurs, ce qui est très intriguant quand on y va, combien ça entraînait non seulement un aveuglement, auquel Frans de Waal a remédié avec la notion d'anthropodénie. Vous savez peut-être qu'à côté de la notion d'anthropomorphisme, il a forgé la notion inverse d'anthropodénie, qui consiste à refuser systématiquement de voir des analogies entre des espèces animales et la nôtre, alors qu'elles sont évidentes et pertinentes. Bon. Mais il donne des exemples, par exemple, où il dit, quand on voulait essayer de voir les capacités de reconnaissance des visages par les grands singes, est-ce que les grands singes sont capables de différencier les visages et de les reconnaître? On les faisait travailler sur des images d'êtres humains, uniquement. Je suppose blancs, en plus, mais bon, des visages humains. Et quand Frans de Waal leur demandait, mais pourquoi vous faites ça? À chaque fois, il avait cette réponse, et qui passait comme une évidence. Ah, mais c'est parce que comme nos visages sont beaucoup plus différents les uns des autres que ceux des chimpanzés entre eux, s'ils ne peuvent pas différencier les visages humains, a fortiori, ils ne pourront pas différencier les visages des individus de leur propre espèce. Et l'absurdité. Donc, pour chasser l'anthropomorphisme par la porte, il revenait bien plus massivement par la fenêtre avec des absurdités comme cela. Alors, heureusement, les choses ont changé. On ne va pas faire tout l'historique. En particulier avec d'ailleurs l'arrivée dans le champ de la primatologie des femmes, là encore, rapport entre spécisme et sexisme, avec Jane Goodall mais bien d'autres, et qui ont considérablement modifié le regard porté sur les animaux, tout en modifiant d'ailleurs les pratiques aussi éthologiques, les liens, l'observation naturelle, etc., etc. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez là un aspect du spécisme. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles sont les facettes du spécisme. Et après, comment ces différentes formes de spécisme s'articulent les unes aux autres. Et là, j'avoue que je n'y vois pas très très clair, et c'est peut-être quelque chose dont on parlera à la sortie. Mais vous voyez, déjà faire l'inventaire. Vous avez du spécisme ontologique, philosophique, au départ à base théologique. Là, j'en parle pas beaucoup, c'est pas mon domaine et tout, mais au départ à base théologique. Et je reviens sur cette effigie de l'Arche de Noé que j'ai mise sur ma couverture parce que je commence avec l'Arche de Noé, je finis avec l'Arche de Noé, toutes les interprétations, et l'Arche de Noé est quelque chose qui court tout le temps. Mais vous voyez que là, ce que vous voyez, j'étais en colère d'abord contre mon premier éditeur parce qu'il m'avait coupé, pour que ça fasse plus joli, il m'avait coupé l'image, et donc il avait coupé le bon Dieu qui est là-haut. Alors je lui ai dit, ça ne va pas, parce que là, dans cette conception théologique, ça se joue à 3. Les rapports de domination, c'est à 3. Il y a le Dieu qui commande aux humains, qui commande aux animaux. Et c'est seulement après, quand c'est laïcisé cette conception, que ça s'est joué plutôt à 2, les humains et les animaux. Mais je voulais tout de même mentionner ça au passage. Alors, donc, vous voyez, vous avez ce spécisme théologique, le spécisme philosophique, le spécisme méthodologique au sein même de l'éthologie, et vous avez ensuite, on verra, un spécisme terminologique, un spécisme linguistique, un spécisme affectif, un spécisme éthique, etc. Et après, on essaiera de voir comment tout ça se goupille. Mais alors là, j'en viens donc au chapitre 2. La césure, approche zoosémiotique
et bilan. Oui, alors c'est là, je ne vais pas en parler longuement, je vais avoir à en parler bientôt parce que je vais faire une intervention à la Société française de zoosémiotique de Astrid Guillaume, que vous connaissez sans doute. Alors, là, c'est tout le problème des langages animaux, avec ça, avec guillemets ou pas, qui est la grande question, comme vous le savez. Alors, quelles sont les différentes formes de communication animale? Alors là, bon, j'ai aussi essayé de faire une espèce de synthèse de tout ça, et je suis tombée sur l'épineuse question de savoir un langage ou pas. Et alors, comme d'habitude, langage ou pas, tout dépend de la définition. Alors, si vous avez une définition très restrictive, avec des tas de clauses qui vont s'empiler les unes aux autres, d'ailleurs, on peut montrer que plus on découvre que les communications animales sont sophistiquées, ont toutes sortes de propriétés qu'on ne leur soupçonnait pas, etc., plus on découvre ça, plus on va ajouter, si on est antispéciste, si on est spéciste, je ne sais pas comment c'est, si on est spéciste, plus on va ajouter des clauses plus ou moins ad hoc pour la définition de langage, pour en exclure les communications animales. Alors, il y a la double articulation, alors il y a le displicit speech, enfin qu'on puisse parler de choses absentes, de choses qui n'existent pas, il y a tout un tas de critères. Alors, il est bien évident que, selon que vous avez une définition très très stricte du mot langage, ou au contraire une définition plus large, vous allez considérer qu'on peut ou pas parler de langage animaux. Pour moi, il est évident qu'on peut parler de langage animaux, parce que je définis la chose comme des systèmes de signes intentionnels tout de même. C'est-à-dire que je garde l'opposition entre signal-indice, l'opposition classique, les signaux intentionnels pour communiquer une information à des destinataires potentiels ou présents. Bon, si on admet ça, bien évidemment, on peut parler de langages animaux très diversifiés, etc. Vous avez parlé des langages des oiseaux. J'en fais pas état dans mon livre parce que je suis en train de le lire seulement. C'est l'ouvrage de Madevon, Nicolas Madevon, qui est à Saint-Étienne, là, sur les vocalisations animales. Et c'est absolument prodigieux, ce qu'on y découvre. Bon, alors, communication, langage animal. Où est-ce que j'en suis? Et bilan sur les aptitudes animales. Alors, c'est là où on va retrouver, étant donné l'état des savoirs actuels en éthologie cognitive en particulier, en zoosémiotique, etc., est-ce qu'on peut avoir une attitude rupturiste ou continuiste? Et là, la bataille fait rage. Je vous assure que ce n'est pas réglé du tout. Je précise que ça, c'est dans une perspective synchronique, et pas évolutionniste, c'est autre chose. On peut très bien être continuiste d'un point de vue évolutionniste, on peut difficilement ne pas l'être quand même, il me semble, de nos jours, encore que. Bon. Tandis qu'en synchronie, ça se discute, parce qu'on peut considérer qu'il y a eu un saut, un hiatus, qui est autour de l'évolution, etc. Et là, la bataille fait rage. Alors je donne quelques têtes d'affiche, pour dire ceux qui sont du côté du rupturisme, ceux qui sont du côté du continuisme, pour essayer de voir comment, aujourd'hui, le débat se formule. Chapitre 3, Umwelt. Alors, je ne pense pas que le terme ait été prononcé jusqu'à présent, mais il était latent. Cette notion d'Umwelt, qui n'est pas toute récente, puisque l'on doit von Uexküll, je ne sais jamais trop comment ça se prononce, je ne suis pas germaniste, le biologiste germaniste du début du XXe siècle, donc, et qui a forgé cette notion d'Umwelt, l'idée étant que chaque espèce vit au sein d'un monde propre, et qu'est-ce que c'est que ce monde? Eh bien, c'est l'ensemble des propriétés de l'environnement qui sont pour lui pertinentes. C'est-à-dire que c'est une notion très sémiotique. Et d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant de savoir que c'était contemporain du développement de la sémiotique à la Jenslev, etc. La différence entre forme et substance. Vous retrouvez exactement l'équivalent dans la réflexion sur l'Umwelt. Qu'est-ce qui est non pertinent et qu'est-ce qui est pertinent? Donc chaque espèce va sélectionner, etc. Alors le premier exemple, c'est la tique, qui est très connue, avec 3 éléments pertinents, et puis c'est tout. Un monde qui est quand même relativement pauvre, ça c'est sûr. Alors, grand problème de la hiérarchie, problème très délicat, etc. Moi, je pense qu'il est incontournable, ce problème, et qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'Umwelt d'une tique et l'Umwelt d'un chimpanzé, mais ça, on retrouvera après ce problème de la hiérarchie. Alors,
comme je vous dis, c'est un survol, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'Umwelt, les critiques qui ont été faites, etc. La reprise par Després, les gens comme ça, bon. Ensuite, alors ce que j'ai fait, donc, ce qui nous mène à la notion de point de vue animal. Voilà. La notion a été évoquée aussi tout à l'heure. Le point de vue animal, alors là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, à partir d'une part de la littérature et d'autre part des travaux d'Éric Baratet sur l'histoire. Alors, détour par la littérature, je fais une espèce de développement sur l'état de l'approche zoopoétique, bon, avec toutes sortes de chercheurs actuellement qui s'en occupent, comme, je ne sais pas si vous connaissez, Sophie Milson-Clauson, oui, vous la connaissez, très bien. Et puis, alors, la grande somme, là, qui vient de sortir, et voilà que j'ai oublié. Pardon ? Anne Simon. Oui, Anne Simon, mais son titre. Alors, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais ça a l'air très, très impressionnant. Ah oui, c'est Anne Simon, et là, qui a fait une espèce de monument, je pense, sur la question aussi. Bon. Le point de vue animal en histoire, je passe parce que vous le connaissez sûrement, c'est Éric Baratet, bien sûr. Mais ce que je veux dire juste à ce sujet-là, tout de même, puisque c'est quelque chose qui a été un peu effleuré tout à l'heure, et sur lequel on reviendra sûrement dans la discussion, c'est que quand on parle de point de vue animal, ou d'Umwelt, alors il y a les problèmes de méthodologie, hein, comment est-ce qu'on peut y accéder. Alors il y a toutes sortes la méthodologie mimétique, et puis aussi d'autres méthodologies expérimentales, etc. Il y a quand même des moyens d'accéder à l'Umwelt de l'animal. Il y a aussi des moyens de le verbaliser, plus ou moins, et toutes sortes de stratégies de verbalisation du point de vue animal, etc. Ça, je passe en revue. Mais ce qu'il faut quand même dire, ce qu'on est obligé de reconnaître, c'est que de toute façon, le point de vue de l'animal, ce ne peut être que le point de vue de l'humain sur le point de vue de l'animal. Bon. Avec cette mise en abîme, c'est-à-dire que l'humain est toujours en surplomb, il n'est pas à égalité. C'est lui qui va identifier et qui va décrire, mettre en mots, et des mots de la langue humaine qui n'ont donc rien à voir, sûrement, avec les conceptualisations de l'animal. Nous-mêmes, on est obligé de passer par cette traduction, cette transposition avec nos mots qui sont forcément non pertinents. Hein, quand on décrit, comme je vais dire, par exemple, la mouche se met sur la table, qu'est-ce que c'est que table? C'est non pertinent pour une mouche. Même pour mes chats, j'y pense souvent et je me dis, mais est-ce qu'ils font la différence célèbre en lexicologie entre chaise et fauteuil? Vous savez, le fameux exemple de Potier, le premier exemple d'analyse en trait distinctif, l'analyse componentielle, là, chaise et fauteuil, les accoudoirs. Bon, ben, pour eux, c'est pas ça qui est pertinent, ça va être peut-être intériorité, ou, horizontalité, confort, non-confort, etc. Donc ils n'ont pas le concept de chaise, ils n'ont pas le concept de table, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de concept, évidemment, mais ils ne sont pas mis en mots du tout, de la même manière que nous, ils font leur catégorisation dont on ne sait pas du tout comment, qu'on est obligé de verbaliser avec nos mots, donc il faut tout. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en termes un peu à la mode, je dirais quand on travaille sur cette question des animaux, on est contraint à l'appropriation culturelle. On ne fait que ça. Alors moi je sais bien que l'appropriation culturelle, ça soit très très mal vu, mais sur les animaux, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Bon. Donc encore une fois, le point de vue de l'animal tel qu'il est interprété et verbalisé par l'humain. On va retrouver ça après. Alors, j'en reviens à ces deux positions, oui, que sont le rupturisme et le continuisme. Oui. Et je partirai, là aussi ça a été évoqué tout à l'heure. Je vous ai dit, bon, c'est spéciste de dire, il y a l'humain d'un côté et tous les autres animaux de l'autre, on va dire animal. Donc, animal, tous les autres de l'autre. Bon, en quoi est-ce que ça l'est? Ça l'est parce qu'on met un fossé entre les deux, mais en quoi est-ce que c'est non pertinent? Eh bien, à mon avis, c'est Dominique Lestel là, qui pose de façon très juste la question. La question pertinente n'est pas celle de la différence, mais celle de la différence relative.
Ce qui est important est de savoir si la différence de l'homme aux autres animaux est différente ou similaire à la différence des autres animaux aux animaux des autres espèces. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, moi, en termes de linguiste, un lexicologue, je dirais, pour qu'un concept soit pertinent, comme le concept d'animal, on dit « Ah, mais animal, c'est un concept vide parce qu'il est trop général. » Non. Des mots généraux, il y en a dans toutes les langues. Hein. On peut dire un véhicule. Enfin, il y en a qui disent « Oh, moi, je n'ai jamais vu un animal. On ne rencontre jamais un animal. » Ça, c'est ce qu'on nous dit souvent. Si, moi, je peux dire « J'ai vu un animal. » Si je n'ai pas identifié quelle était sa nature plus précise, j'ai le droit de dire « J'ai vu un animal. » Ce n'est pas là qu'est le problème. Ce n'est pas parce qu'il est trop général. Encore une fois, on peut même dire un truc. Voilà, un truc, on utilise des mots généraux quand on n'a pas la capacité de préciser davantage. C'est le fameux, la maxime de pertinence, maxime d'informativité, etc. Bon. Les mots très généraux, ils sont utiles dans certains contextes. C'est pas là qu'est le problème. C'est pas parce qu'il est trop général. C'est parce qu'il s'oppose à l'homme sur un principe contestable et que conteste Lestel ici. Ça veut dire que pour qu'un concept soit pertinent, le concept d'animal, il faut que toutes les propriétés communes aux différents référents qu'on met sous ce concept, c'est-à-dire tous les traits qui caractérisent l'ensemble, les points communs entre tous les référents qu'on met sous le concept, l'emportent sur les différences par rapport au concept frère, d'un côté, le concept d'homme. Donc la question, et qui revient toujours dans ces débats-là, c'est est-ce qu'il y a plus de ressemblance entre un homme et un grand singe qu'entre un grand singe et une huître? On prend toujours les mêmes exemples, on pourrait en prendre d'autres, une sauterelle, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a plus, vous voyez, plus de ressemblance? S'il y a plus de ressemblance entre un homme et un chimpanzé qu'entre un chimpanzé et une huître, à ce moment-là, le concept d'animal excluant l'humain est non pertinent. Vous voyez ? La question est celle de la différence relative. Est-ce que la différence de l'autre animaux est différente ou similaire? Alors voilà. Et là, évidemment, qui est-ce qui va détenir la vérité dans ce domaine? Ce sont les biologistes, ce sont les éthologues, etc. etc. Bon. Alors, en tout cas, c'est comme ça que se formule le débat entre rupturisme et continuisme. Les rupturistes disent il y a moins de ressemblance entre un homme et un chimpanzé qu'entre un chimpanzé et une huître. Et les continuistes disent il y a plus de ressemblance entre un humain. Bon, voilà. C'est comme ça que se formule le problème. Et ça, j'en ai plein d'attestations dans mes corpus, etc. Parce que moi, je travaille sur le corpus, ici, je vous fais juste le squelette de tout le travail que je mets ici. Alors, j'ai terminé là-dessus pour cette histoire de continuisme avec cette question éternelle du propre de l'homme. Est-ce qu'il y a un propre de l'homme? Et est-ce qu'il suffit justement à constituer cette césure ontologique? Alors, oui, le pêle-mêle d'un inventaire à l'après-vert. Alors ça, c'est Elisabeth de Fontenay qui dit toujours qu'elle a le fou rire quand elle fait l'inventaire à l'après-vert de tout ce qui a été au cours des siècles inventé comme propre de l'homme. Bon, alors moi, je suis tout simplement allée regarder Wikipédia maintenant. Hein. Alors, c'est effectivement un sacré fatras. Hein. Regardez ça. Homo sapiens est une espèce de la famille des hominidés. Parmi les hominidés actuels, il se distingue du point de vue physiologique par sa bipédie quasi exclusive. Ça va. Son cerveau plus volumineux, son système pileux moins développé. Il faut ajouter à ces critères l'existence du ménopause chez la femme, contrairement aux autres hominidés, mais alors qu'on en a identifié chez les mammifères marins. Les baleines ont des ménopauses. Voilà. Puis enfin, vous voyez un peu de mettre sur le même plan tout ça. Du point de vue d'éthologie, là, complexité des relations sociales, utilisation d'un langage élaboré, transmis par l'apprentissage. Il y en a des bribes chez les animaux. Fabrication d'outils, il y en a chez les animaux. Le port de vêtements, il n'y en a pas que je sache, sauf chez les grands singes humanisés, évidemment. La maîtrise du feu, domestication. Domestication, on sait que les fourmis domestiquent les pucerons, etc. Donc vous voyez, c'est à la fois un fatras qui mêle des choses vraies, des choses approximatives et des choses fausses. Bon, et de toute façon, on va retrouver là, oui. Oui, de toute façon, oui, c'est un fatras et c'est une question. Alors,
dans l'état actuel de ce que j'ai lu, il me semble que ce qui tient le mieux la route quand même, actuellement, c'est un langage très sophistiqué, enfin un langage qui permet, un langage très élaboré, qui a des fonctions métacommunicatives, des fonctions métalinguistiques, qui permet de décrire toutes sortes de choses, qui permet de créer des mondes imaginaires, etc. Et puis sans doute la conscience de la mort, enfin la conscience tout au long de sa vie qu'on évoue à la mort et qui va créer toutes sortes de métaphysiques, des religions et tout ça. Bon, il me semble que ce serait ça qui, bon, plus que la ménopause en tout cas. Voilà. Alors deuxième partie, je peux parler jusqu'à, vous m'avez dit 5h15 c'est tout. Non mais je vais survoler. Alors deuxième partie, approche lexicale, argumentative, discursive. Ben, le mot animal, trois problèmes, on l'a déjà vu. Bon, la polysémie, la césure et la dévalorisation des autres animaux. Dévalorisation systématique que j'ai observée à travers l'étude du vocabulaire animalier, qui est truffé, enfin, d'expressions dévalorisantes, d'expressions péjoratives, j'en ai des tonnes et des tonnes, évidemment, ce qui explique que quand on applique les termes d'animaux à des humains, c'est pour les dévaloriser, et ça a été très étudié dans les génocides, pour pouvoir faire subir toutes sortes de sévices à des humains, on les nomme comme des animaux. Alors il y a les insectes, les rats, etc. Bon, là, il y en a tout un inventaire que j'ai fait. Avec d'ailleurs des choses étranges, comme quand Dartier de Pellecois, ça m'a toujours troublé cette histoire-là, quand il dit que à Auschwitz, on a gazé que des poux. Et j'ai lu un certain nombre d'exégèses de cette formule, et on ne sait toujours pas ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, si le mot était à prendre au sens propre, on n'a gazé que des animaux et on n'a pas tué des humains, ou si, on veut dire, on a gazé des humains, mais c'était des poux, métaphoriques, mais qui étaient assimilables à des animaux. On voit jusqu'où peut aller cette métamorphose par le lexique. Alors, vocabulaire animalier, bon, j'ai regardé toutes ces expressions. Évidemment, celle à laquelle qui me scandalise le plus, moi je vous le dis tout de suite, c'est balance ton porc. Je dis va parce que hier encore j'ai entendu ceci à la radio, quelqu'un qui, je ne sais plus trop qui c'était, mais enfin un journaliste qui n'est pas suspect, je dis balance ton porc, heureusement maintenant on ne le dit plus parce que c'est horrible, j'ai toujours trouvé ça horrible. Mais pourquoi alors on dit maintenant MeToo. C'est vrai qu'on dit MeToo à la place, très bien. Enfin, MeToo, c'est un aphorique, on ne pouvait pas commencer par MeToo, parce que MeToo quoi? Donc d'abord, il y avait balance ton porc, après MeToo. Mais alors il disait, on ne le dit plus, et tant mieux, parce que c'est trop horrible. Mais j'ai compris qu'il voulait dire que c'était trop horrible pour les harceleurs ou les violeurs, pas pour les porcs. Alors pour moi, je trouve horrible toutes les métaphores qu'on fait avec les porcs, les cochons, qui sont les plus maltraités dans le vocabulaire, et comme par hasard, dans la réalité. Bon. Mais les expressions, on leur voue absolument tous les défauts, et en particulier ça, balance ton porc. Alors ce qui est d'autant plus ironique aujourd'hui, que d'abord il paraît que d'un point de vue éthologique, ce n'est pas des animaux plus lubriques que d'autres, et ensuite, vous savez bien qu'aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucun qui atteint l'âge adulte, et qui sont tous émasculés à la naissance, quasiment. Bon, alors quand j'entends balance ton porc, moi qui suis très sensible au sort cruel qu'on inflige aux cochons, qui sont encore une fois, les plus maltraités. Et puis c'est pas fini, parce que maintenant avec les xénogreffes, vous avez vu la première xénogreffe qui a été faite la semaine dernière, ils ne sont pas au bout de leur peine. Heureusement qu'ils sont protégés par le dégoût qu'ils nous inspirent, parce qu'ils disaient à la radio, là encore, quand ils parlaient de la greffe là, du rein de porc, vous savez, qui a été greffé sur un humain, et donc ça a marché, ils disent, bon, on ne sait pas trop si ça va pouvoir se généraliser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir un rein de porc dans leur corps. Donc c'est comme ça, c'est ça que je dis là. Voilà ces pauvres cochons protégés par le dégoût qu'ils nous inspirent, ce qui a quelquefois du bon, comme vous voyez. Alors, je termine ça. Alors, vocabulaire améliorant, toutes les métaphores sur les animaux, qui parfois ont un fondement éthologique, ça c'est intéressant à regarder de près, parfois, et parfois pas du tout. Par exemple, quand tu dis une vache, une vacherie, et pourquoi une vache, qui est un animal débonnaire par excellence, pourquoi on va dire elle est une peau de vache, on ne sait pas trop, une vacherie, etc. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça.
Alors, je termine ce chapitre en disant que les mots sont des argumentations embryonnaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui a souvent été signalé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des arguments embryonnaires? C'est parce que l'usage, le choix de tel ou tel mot va, conduire vers un type de conclusion plutôt que tel autre. C'est ça un argument. Un argument, c'est quelque chose qui mène vers tel ou tel type de conclusion. Alors, il est bien évident qu'il ne revient pas au même de parler. Alors, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, les débats pour savoir comment appeler la viande cellulaire. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'on va l'appeler in vitro, artificielle, cellulaire, etc., etc. Ça n'a pas les mêmes connotations, donc pas les mêmes systèmes d'évaluation, donc pas tout à fait les mêmes conclusions, genre c'est bien ou c'est pas bien. Bon. De même pour les élevages, alors élevage intensif, élevage industriel, élevage ferme-usine, etc., production, système production industrielle, etc. Là aussi, il y a des débats et on voit très clairement, tiens, avec cet exemple-là, comment ce sont des argumentations embryonnaires. Je prends l'exemple de élevage concentrationnaire, qui est parfois critiqué parce que justement, ça connote, dès que vous avez concentrationnaire, pourtant le terme, du point de vue dénotatif, il est très, très juste. Bon, ils sont concentrés. Mais en même temps, ça connote, vous voyez, les camps de concentration. Et là, il y a tout de suite un enjeu argumentatif qui va m'amener au chapitre 5, à l'approche argumentative, justement. Donc, vous voyez, quand on dit élevage concentrationnaire, ça suggère que ça va ressembler au camp de concentration utilisé pour y mettre des humains. Voilà. Mais c'est que embryonnaire, parce que pour moi, pour qu'il y ait une argumentation proprement dite et explicite, il faut qu'il y ait apport d'arguments. Donc ça ne peut se faire qu'au niveau plus large que le mot, c'est-à-dire le niveau de la séquence. Parce que j'ai oublié de dire que pour l'approche linguistique, elle peut se localiser à des unités plus ou moins étendues. Ça débute avec le mot, le mot et les expressions. Après, ça peut, l'approche, moi personnellement, bon, j'ai fait pas mal de lexicologie, surtout au début. Après, j'ai beaucoup travaillé sur l'argumentation, qui, elle, va se déployer au niveau de séquences. Alors, une séquence causale, une séquence analogique, etc., etc. Et le troisième niveau, sur lequel je me suis surtout, sur lequel j'ai surtout travaillé les derniers temps, c'est le discours global. Un discours global, c'est-à-dire ce qu'on appelle les schématisations discursives, le niveau macro. Donc niveau micro, niveau méso, intermédiaire, et niveau macro, hein, de la grande schématisation d'une façon de voir, d'une représentation du monde. Alors pour l'approche argumentative, quelques types d'arguments récurrents dans le débat sur la question animale. Alors, j'ai regardé l'argumentation causale, à partir de Voltaire, par exemple. Causale, ils ont l'organe, pourquoi n'auraient-ils pas le sentiment alors qu'ils ont l'organe? Et pourquoi n'auraient-ils pas le sentiment alors qu'ils en ont des manifestations? Donc, c'est deux types de relations causales pour justifier l'existence d'émotions et de sentiments chez les animaux. Ils ont les organes pour ça. Hein. Et puis, ils ont des manifestations, des cris, des vocalisations, des rires, parce que les animaux rient, bien sûr, maintenant, c'est reconnu très généralement. Alors évidemment, pas pour tous les animaux, c'est reconnu officiellement pour les grands singes, c'est reconnu aussi pour, plus ou moins pour les chiens, mais là aussi il y a un continuum. Pour les chiens, c'est reconnu pour les hyènes, c'est reconnu pour un certain nombre de... Donc dans Wikipédia, il n'y avait pas le rire d'ailleurs. J'ai remarqué que le rire avait disparu du propre de l'homme, d'après Wikipédia. Alors, argumentation causale, argumentation analogique, et là, je passe peut-être une vingtaine de pages à cette question très délicate et très litigieuse de l'analogie effectuée par certains mouvements antispécistes entre les élevages industriels, les abattoirs d'un côté, les camps de la mort, la Shoah de l'autre. Alors là, ça déclenche beaucoup de réactions affectives très violentes. Je m'en suis aperçue, d'ailleurs, dans le champ du langage, et en particulier avec Philippe Monneret, qui avait fait une conférence ici, d'ailleurs très,
très intéressante, hein, mais qui avait été un peu houleuse. C'est moi qui l'avais un peu attaquée, parce que moi, je vois pas, je ne comprends pas très bien pourquoi ça ne serait pas pertinent de faire cette comparaison. Je comprends qu'elle est blessante, qu'il faut la prendre avec des pincettes, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire que les camps les camps de concentration humains ressemblent à des abattoirs ou des élevages industriels, mais qu'on ne peut pas dire l'inverse. Alors, c'est le problème de la réversibilité de cette relation d'analogie qui m'occupe là pendant 20 pages, et je peux vous dire que pour moi, ce n'est pas encore très très clair. Mais je ne comprends pas là où ça coince. Donc si vous pouvez bien sûr, j'aimerais bien clarifier ça, et je pense qu'on va avoir l'occasion de le faire avec mes collègues linguistes prochainement. Donc il y a ce raisonnement par analogie, il y a d'autres formes de raisonnement qui sont très récurrents dans ces débats. C'est le raisonnement par bonne, mauvaise compagnie, l'argument de la bonne et de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie dont la formulation extrême, c'est ce qu'on appelle la reductio ad Hitlerum, avec la fameuse histoire de Hitler qui aurait été végétarien. Alors, il était végétarien, mais ce n'était pas du tout pour des raisons éthiques, c'était purement des raisons physiologiques, il y avait des viandes. Mais bon, ça c'est un argument auquel on a droit tout le temps, pour qui est censément, faire un sort définitif au végétarisme. Ah, mais Hitler était végétarien. Alors, justement, je finis cet article, ce chapitre, en étudiant un texte qui est très drôle et que vous connaissez peut-être, d'Insolente Veghi, là, qui est une humoriste antispéciste, et qui a écrit un texte très drôle et très, très intéressant et très pertinent, même si elle est parfois un peu de mauvaise foi, parce qu'elle est vraiment de parti pris pro-végétarien, mais en même temps c'est très très bien fait. Elle fait un inventaire systématique de tous les arguments contre le végétarisme et les contre-arguments des végétariens contre ça. Elle en fait un inventaire pour montrer surtout combien ces argumentations-là sont stéréotypées. On retrouve toujours plus ou moins les mêmes arguments. Il y en a une demi-douzaine qui sont extrêmement récurrents. Et en particulier, évidemment, Hitler était végétarien, etc. Alors moi, sur cette histoire d'argument, après, procédé de l'argumentation polémique, on va retrouver la pente glissante, l'argument de la pente glissante, on va retrouver l'argument du pire, etc. Et puis des amalgames, etc. Alors là, j'ai pris, pour illustrer ça, parce que moi je suis un peu partiale aussi, j'aurais pu prendre des argumentations polémiques que je ne trouve pas très très réglo de certains antispécistes, mais j'ai pris des spécistes. Bon, je suis moi aussi un petit peu partiale, de parti pris. Donc j'ai pris Philippe Ariès et Jean-François Bronstein, que je vous recommande de lire, parce que là, et je démonte ça, montrant des amalgames, des choses comme ça. Alors sur l'argumentation, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'argumentation, et la question qui m'a toujours travaillé depuis toujours, c'est comment est-ce qu'on peut les évaluer, les argumentations. Parce qu'il y a des arguments meilleurs que d'autres. Alors, il y en a qui sont plus forts ou plus faibles, c'est sûr, qui sont plus facilement contre-argumentables que d'autres, etc. Mais ce que je voudrais dire simplement, parce que c'est que très souvent, on met sur le compte de la logique ou du sophisme, par exemple, du paralogisme, on dit oh, c'est un mauvais argument, c'est un paralogisme. On met sur le compte en réalité des choses qui ne relèvent pas de la logique, mais qui relèvent de jugements de valeur. C'est ce que je dis à propos de tradition, par exemple. On dit ah mais tradition, c'est pas un argument. Si, c'est un argument. Encore une fois, les argumentations naturelles, ce n'est pas des raisonnements de la logique formelle, ce n'est pas des raisonnements scientifiques. Un argument, c'est quelque chose qui est fait pour accroître l'adhésion à la thèse que l'on formule. Accroître l'adhésion. La tradition, c'est un argument. Alors, on va me dire, ah oui, mais à ce moment-là, tu vas justifier l'excision, les machins et tout. Mais non, c'est pas ça. L'argument de la tradition, ça ne veut pas dire toutes les traditions sont en soi défendables et bonnes. Ça veut dire toute chose égale par ailleurs, si c'est une tradition, c'est mieux que si ce n'est pas une tradition. Bien, ça se tient si on est dans une idéologie traditionnaliste, conservatrice. C'est-à-dire que c'est un problème de valeur. Si on est dans une idéologie progressiste,
à ce moment-là, ça ne va pas être un argument. Mais ce qui est derrière, ce n'est pas de la logique, c'est de la valeur, c'est de l'axiologie. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des débats qui sont tout le temps des dialogues de sourds. C'est parce qu'on met trop de choses sur le compte de la logique, alors que souvent, c'est sur le compte des valeurs. Et ça, les valeurs, c'est une question de subjectivité. Oui. Bon. Cela dit, il y a un cas, et là je ne transigerai pas, un cas où je pense qu'on peut évaluer les argumentations, c'est en termes de vérité-fausseté. Et je ne pense pas, et là je ne suis pas d'accord avec certains de mes collègues, les valeurs c'est le bien, le mal, le beau, le laid, les valeurs esthétiques, etc. Je ne pense pas que la vérité soit à mettre sur le même plan. Je pense qu'elle est surplombante. C'est-à-dire que si vous avez une argumentation qui repose sur des prémices qui sont manifestement des contre-vérités, à ce moment-là, patatras, l'argumentation s'écroule et ça ne tient pas la route. Alors on va dire les vérités sont relatives, etc., on le voit bien en ce moment, mais même quand maintenant, quand on parle de vérité alternative, c'est admettre l'importance du critère de la vérité. Je ne connais personne qui peut dire mon argumentation est bonne parce que je l'édifie sur des propositions dont je sais qu'elles sont fausses. Je ne connais personne qui fasse ça. Donc la vérité, c'est le socle sur lequel il faut s'entendre pour pouvoir discuter, quoi, et argumenter, contre-argumenter. Et c'est ça que je suis en train d'appliquer sur la corrida. Je l'ai déjà fait, mais maintenant je suis en train d'écrire un ouvrage sur la corrida. Il sera celui-là grand public et plutôt pamphlet, enfin plutôt réquisitoire en tout cas. Je ne vais pas me gêner cette fois. Et ça va s'intituler « Les 5 mensonges du discours des partisans de la corrida », en réponse au bouquin de Francis Wolff, qui s'appelle « Les 50 raisons de défendre la corrida ». Et moi, je vais dire les 5 mensonges. Bon. Alors, il y a évidemment la tradition, parce que c'est faux, que c'est une tradition ancestrale, ça c'est faux. Donc, je dis que l'argument de la tradition, c'est pas un mauvais argument, mais quand il est faux, il s'écroule. Il ne vaut plus rien, c'est tout. La tradition, la nature du taureau, alors là, c'est à la lumière des études éthologiques. Bon, on sait maintenant un peu ce que c'est qu'un taureau, un bovidé, qui n'est pas du tout un fauve à foisser de sang et tout ça. Le combat loyal, etc. Enfin, j'en ai 5 comme ça. C'est un combat totalement déloyal qui repose entièrement sur le fait que le taureau ne connaît absolument pas le script, le scénario, alors que l'humain, il connaît le scénario. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une corrida ne peut surtout pas durer plus de 15 ou 20 minutes, parce que plus de 20 minutes, le taureau, il a tout compris. Et à ce moment-là, ça peut être vraiment très, très dangereux. Donc, il faut que ça dure juste assez longtemps pour que le taureau n'ait pas le temps de prendre conscience de ce qui se passe. Bon, voilà. Donc, etc. Donc, c'est ça que je voulais dire sur l'approche argumentative. Là, vous avez peut-être eu le temps de la macro-discursive. Alors, j'ai pris des figures représentatives de 4 positionnements. J'aurais pu en prendre d'autres, mais c'est ce qui m'ont semblé les plus révélateurs. Alors, des plus spécistes aux plus antispécistes. Voilà, spécisme antispéciste. Donc, Jean-Pierre Digard, Francis Wolff, Fontenay et Peter Singer. Pour en discuter. Et voilà. J'avais oublié ça. Ah oui, parce que du coup, oui, pour ce qui est du vocabulaire, animalier, la question que je me suis posée, c'est quand est-ce qu'on peut parler de spécisme terminologique? Oui, le spécisme terminologique. Eh bien, à mon avis, c'est lorsque, pour parler des animaux, pour parler de termes concernant les animaux, on se refuse à utiliser le même terme que pour les humains. Mais dans des cas, c'est pas toujours évidemment, dans des cas où la seule justification, c'est que c'est des humains d'un côté et des non-humains de l'autre. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ma collègue Marie-Claude Marcelier, qui a écrit un bouquin très très bien sur le vocabulaire animalier. Vous connaissez peut-être, là, sommes-nous bêtes, les bêtes... voilà, hein, le mépris des bêtes. Le mépris des bêtes. Alors, elle montre, c'est très très proche de ce que je fais là, d'ailleurs je me suis bien inspirée de ce qu'elle a fait aussi, c'est-à-dire qu'on montre que dans le vocabulaire est inscrit un mépris,
une détestation, une dévalorisation, ça c'est sûr, dans le vocabulaire, et incrusté une vision négative de l'animal par rapport à celle de l'homme. C'est encapsulé dans les mots, cette conception hiérarchisée de l'homme et des autres animaux. Bon. Alors elle montre, mais alors elle, je trouve qu'elle va un peu plus loin, elle est plus radicale que moi, elle montre que dès qu'il y a un mot qui n'est pas le même, c'est forcément spéciste. Alors elle prend l'exemple de main. Bon, très bien. Alors main, quels animaux ont droit à avoir des mains? Alors c'est là quels vont être les traits distinctifs qu'on va retenir, et puis il y a un continuum. Alors évidemment pour les chimpanzés, ils ont des mains, ça c'est sûr. Si tu ne veux pas dire qu'ils ont des mains, c'est que tu es spéciste, parce que ça veut dire la seule différence c'est animal versus humain. Mais sinon, il n'y a pas d'autres caractéristiques. Alors, avec les écureuils, bon, ils ont des mains, mais enfin, ils n'ont pas de pouce opposable, ou du moins, etc. Et plus vous allez comme ça, et c'est un vrai problème. Alors, j'ai bien discuté avec elle, que parfois, utiliser un mot spécifique pour l'animal, c'est leur rendre justice, au contraire, c'est du respect. Vous n'allez pas dire le nez de l'éléphant, alors que c'est un organe tellement prodigieux, tu as des tas de fonctions, etc. On ne va pas dire le nez, c'est vrai. Donc ça relève d'un souci différentialiste tout à fait respectable. Tandis qu'elle, elle dit, oh là là, parce qu'elle se réfère, elle dans une perspective évolutive, tout le temps, évolutive. Alors elle dit, oui, mais pour l'évolution, c'est bien un nez, c'est bien... Je dis, mais à ce moment-là, il faut qu'on dise les bras. Elle me dit, oui, elle va jusque-là, pour les chauves-souris, pas les ailes, mais les bras. Bon, enfin, vous voyez le problème. Alors c'est là aussi, il faut différencier la perspective diachronique et la perspective synchronique. Alors simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même des cas où c'est clair que c'est du spécisme pur. Et je donne deux exemples. Il y en a un qui est bien connu, c'est le mot visage, qui est un enjeu idéologique. L'emploi du terme est chargé d'enjeux. Les spécistes ne veulent pas utiliser visage pour les animaux. Les antispécistes disent que, mais bien sûr que si, il y a des animaux qui ont un visage. Mais si vous regardez le petit Robert, visage, partie antérieure de la tête de l'homme. Alors on peut se demander ce qui manque aux chats, aux chiens, etc., pour qu'ils aient un visage. Alors là, on va retrouver quoi? L'âme, évidemment, la subjectivité, l'individualité, etc., etc. Bon. Mais à partir du moment où maintenant, l'état de la science, quand même, l'état de la science nous fait admettre l'existence de subjectivité, l'existence d'expressivité, d'émotion, de sentience. Moi, j'aime bien le mot sentience, mais bon, j'aime bien le mot sentience parce que pour moi, j'y vois un mot valise entre sensibilité et conscience. Et c'est ça qui me plaît parce que c'est très difficile de dissocier ce qui est purement intellectuel, la conscience de soi, etc., et puis l'affectivité, la sensibilité. Bon, voilà. Mais, donc, ce que je voulais dire, alors c'est ce qui était... Alors, le mot visage, à mon avis, le refuser aux animaux, c'est spéciste. Et il y a d'abord l'Estelle qui dit le 21e siècle sera le siècle des visages animaux. Et puis il y en a un autre, c'est tout ce qui concerne l'enfantement. Après tout, une truc, tout ce qui concerne l'enfantement. On dit qu'une femme est enceinte et accouche, etc. Une truie, elle est grosse, elle met bas. Elle est, comme on dit pour une truie, elle est pleine, et elle met bas. Là, la seule justification, c'est de créer une barrière lexicale infranchissable pour marquer dans le marbre de la langue la césure. C'est sûr. J'ai trouvé ça sur Internet. Parler de truie enceinte et d'accouchement, je trouve cela extrêmement insultant vis-à-vis des femmes. Alors, c'est toujours l'idée que si on rehausse les animaux à notre égard, ça va rabaisser automatiquement l'humain. Mais c'est logique, ça, je ne vois pas pourquoi. Enfin, vous voyez, mais ça, c'est constant, hein, j'ai beau travailler là-dessus. Et alors, là, c'était simplement pour vous dire que, évidemment, il y avait des variations d'une langue à l'autre qui sont plus ou moins spécistes, de même qu'elles sont plus ou moins sexistes, hein, ça c'est un point commun, sont plus ou moins spécifiques. Et d'après ce que dit Mizubayashi, mettre bas, pourquoi le français distingue-t-il rigoureusement l'acte de donner naissance? Voilà. Alors là, regardez ça, je vous laisse lire ça. Et ce que j'ai mis à la fin, et je vais vraiment terminer, je donne 5 minutes pour la troisième partie, et après on passera à la discussion. Mais là, donc, ce que je voulais dire, c'est que le paradoxe qu'il y a dans notre vocabulaire animalier, c'est qu'on y trouve, d'une part,
des termes très péjoratifs, hein, mais d'autre part, des euphémismes. Alors évidemment, c'est là qu'on voit la puissance argumentative du vocabulaire. Par exemple, dans les porcheries-usines, hein, elle va dire, ben, les truies, elles mettent bas, elles n'accouchent pas. Mais où ça? Dans des maternités. Alors vous savez que le vocabulaire des élevages industriels, de l'expérimentation animale, de tout ça, est truffé d'euphémismes. Les soins au porcelet, c'est quand on leur coupe la queue, qu'on leur mêle les dents et qu'on leur arrache les testicules. Les soins au porcelet, la nurserie, la maternité. Alors oui, c'est ça, j'ai voulu vous le montrer comme ça, pour vous dire que c'est quand même bien un euphémisme. Un euphémisme, c'est quand la désignation lexicale ne correspond pas vraiment à la réalité. La réalité, vous l'avez là, avec cette photo que tout le monde connaît bien, enfin les truies en train de, hein, qui en font 16, dont 20% meurent d'ailleurs à la naissance, enfin, etc. C'est une horreur, mais c'est la maternité. Alors, vous pouvez vous dire, mais c'est complètement contradictoire. D'un autre côté, ils ne veulent pas dire qu'elles accouchent, mais en même temps, ils vont dire qu'elles font ça dans une maternité. Mais vous voyez, argumentativement, ça veut dire que, alors que ce ne sont que des bêtes hein, qui n'accouchent pas, qui mettent bas, on les traite drôlement bien puisqu'on les met dans une maternité. Elles en ont bien de la chance, ces truies hein, qui mettent bas et qu'on met dans des maternités. Donc j'avais mis ça parce que je trouve que c'est un très bel exemple du pouvoir argumentatif du vocabulaire, le terme de santé. Et voilà, ça je vous montre juste ça pour terminer, je n'en ai pas d'autre. Troisième partie. Alors, dans les parties précédentes, évidemment, parfois je prends un peu position, mais ça se veut de l'analyse du discours. Bon, l'analyse du discours, plus ou moins impartiale, on analyse des procédés, des machins, tout ça. Mais évidemment qu'il y avait déjà des prises de position qui, je pense, qui sont assez... Mais c'est dans la troisième partie que ça devient explicite, et d'ailleurs j'en explique, et je dis, voilà, moi, comment je vois les choses, c'est que pour moi, bon, c'est donc l'approche morale et affective. Le spécisme moral, c'est Bardot, j'aime bien, les petits développements sur Brigitte Bardot, avec lesquels j'ai plus que de l'indulgence, malgré ses sorties de route et ses fréquentations un peu honorables, mais bon. Donc elle dit, pourquoi est-ce que la morale s'évapore dès qu'on parle des animaux? Je trouve ça très joli. Pourquoi la morale s'évapore? C'est vraiment ça. Ben pourquoi? Alors c'est parce qu'il y a le spécisme ontologique, mais c'est ça que je me demande. Comment est-ce que le spécisme affectif, le spécisme ontologique et le spécisme éthique, comment est-ce que ça se goupille? Je suis en train de réfléchir là-dessus. Par exemple, quand j'entends sur la chasse actuellement, vous savez, la chasse, la fameuse histoire de la chasse traditionnelle, hier c'était passionnant parce qu'il y avait successivement Alain Bougrain-Dubourg, après il y avait Willy Schrem, je le vois, Willy Schrem, et puis après Pompili. Alors là, c'est pour passer à la discussion, parce que maintenant, c'est la Pompili. Alors, il y avait les trois points de vue, mais c'est des points de vue de valeur. C'est ce qui a raison. Enfin, moi, j'ai mes préférences, mais c'est des valeurs morales. Mais je me demande comment ça se goupille, parce que, bon, évidemment, le président de la LPO, il aurait dû se réjouir, mais il était complètement amer, parce qu'il dit, c'est la deuxième fois encore que ça repasse au Conseil d'État, déjà, et ça va encore recommencer, et c'est sans fin, et sans fin. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on veut aller s'amuser à foutre de la glu des oiseaux qui font de mal à personne et qui sont en... Et il y avait après, alors, jugement, il y avait valeur. Willy Schrem, j'en parle dans mon bouquin, là, je suis passée, et Dupond-Moretti, qui a fait la préface, c'est quelque chose, hein. Willy Schrem, alors, qui dit, mais qu'ils arrêtent de nous emmerder, c'est naturel de vouloir tuer les animaux. Quand on se promène dans la campagne et qu'on est un gamin qui se promène dans la campagne, c'est toujours avec des pièges, des frondes, des arbalètes. Et moi, ça m'a rappelé tous mes souvenirs, parce que moi, je suis de la campagne, et je me souviens très bien de mes petits copains. Alors, évidemment, là, il y a la composante genrée. Je sais bien que maintenant, c'est la mode des chasseresses. Claudine Moïse, elle travaille maintenant sur le discours des chasseresses, des femmes qui vont à la chasse, etc. Quand même, en gros, c'est genré. Hein. Et donc, alors lui, il disait ça, et après, il y avait Pompili, et là, c'est là que ça m'a un peu agacée, parce que je vous dis tout de suite, moi, ma position. Elle a dit, bon, on va voir, on va aviser, ça dépend, et elle n'avait qu'un mot à la bouche, vous le devinez, c'est biodiversité.
Alors, on va voir s'il y a des espèces qui sont effectivement menacées d'extinction, on va l'interdire, etc. Mais sinon, on va voir. Donc, je me suis dit, encore une fois, biodiversité. Et c'est ça, si vous voulez, moi, mon positionnement. C'est que d'abord, il est plus en fonction de la souffrance. Pour moi, ma notion centrale, c'est la souffrance animale. C'est ça qui est à la base de la morale animale. Et c'est pour ça que j'ai forgé ce mot, valise, j'étais assez contente, mais qui fonctionne qu'à l'écrit, c'est la pathétique. C'est-à-dire que je pense que l'éthique animale, elle repose sur la notion de pathos au sens souffrance, la souffrance. Que c'est mal de faire souffrir des animaux, les tuer, enfin même Singer sur tuer, il est moins clair, mais c'est absolument mal de faire souffrir les animaux. Et ce qui me chagrine dans le discours actuel, c'est qu'il y a beaucoup plus, c'est ce que j'appelle après cause animale et cause environnementale. La cause environnementale a beaucoup plus de succès que la cause animale en tant que la cause animale en tant que défense du bien-être, du moindre mal-être et de ne pas faire souffrir les animaux. C'est toujours la biodiversité, sans parler du vivant, alors que maintenant le mantra, alors le vivant, je ne peux plus entendre ce mot-là, mais passons. Et donc même ça pour la chasse, les chasses traditionnelles, l'argument c'est que c'est des souffrances abominables et que c'est cruel, bon, eh bien non, le problème c'est la biodiversité, est-ce que les espèces vont... Bon, ouais, et ça j'avoue que ça m'a... Donc pour moi, et corrélativement d'ailleurs, je m'aperçois qu'on parle, et d'ailleurs tout à l'heure c'était un peu le cas, on va parler des animaux de compagnie, du coup, bien, on va parler des animaux sauvages, alors la faune sauvage, alors c'est Morisot, tout ça, j'aime bien Morisot, mais enfin bon, j'ai une petite phrase sur Morisot, juste que je vous lirai peut-être pour finir, parce que je suis contente d'avoir dit ça, ça m'a fait du bien, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu, mais bon. Donc, la faune sauvage, évidemment, c'est plus sexy que les cochons dans les porcheries. Mais pour moi, les crimes principaux que nous commettons sur les animaux, c'est les 3 millions qu'on tue tous les jours, les je ne sais pas combien de milliards chaque année, qui meurent très tôt après une vie absolument misérable et des souffrances abominables. Pour moi, c'est ça le plus grand problème de la relation homme-animal actuellement. C'est l'élevage général, je dis 3 millions par jour quand même. 3 millions qui sont tués en France, hein, par jour. Bon, alors vous imaginez au monde, et puis ça augmente sans arrêt. Donc c'est ça qui me semble, et je comprends très très bien pourquoi c'est mis un petit peu à l'écart, c'est parce que c'est ça qui a des implications pratiques les plus terribles. Bon, la faune sauvage, pour nous, il n'y a pas d'implication, il faut la protéger bien sûr, hein. Pour nous, il n'y a pas beaucoup d'implications, à part pour les chasseurs, ça va contraindre un peu les chasseurs, on va les emmerder, non, comme dit, d'accord. Mais, tandis que les animaux dits de rente, ça nous concerne parce que notre régime alimentaire et tout, nos médicaments, parce qu'il y a l'expérimentation. Donc, vous voyez, ça a des implications. Donc, ce que je dis, c'est que c'est beaucoup plus altruiste, si vous voulez, de défendre la cause de la souffrance animale que de défendre la cause de la biodiversité. Donc, bon, alors voilà. Donc, la martyrologie animale, quelques aperçus. Alors, évidemment, expérimentation animale, élevage industriel, abattoir, tout ça, je passe ça en revue. Et empathie, anempathie, hyper-empathie, hein, il y a eu tout ça. Donc ça, c'est l'aspect du spécisme affectif et qui présuppose évidemment une norme. Alors, dans l'hyper-empathie, je mets Brigitte Bardot, la somatisation, les machins, tout ça, et je mets un certain nombre d'écrivaines et d'écrivains aussi masculins, parce qu'il y en a quelques-uns qui échappent à ces contraintes genrées, à ce conditionnement genré, etc. Donc voilà, et après vers une pathétique pratique, une éthique à géométrie variable, c'est-à-dire que j'essaie de voir quels sont les critères sur lesquels on pourrait fonder, comment dire, un coefficient d'immoralité sociétique, d'immoralité. Alors évidemment, à mon avis, on peut pas, ça se mesure pas, mais on peut voir quels sont les facteurs pertinents. Donc vous allez avoir le degré de souffrance, la nature de l'animal et sa capacité de sentience et tout ça, bon, alors là, ça renvoie à des sciences éthologiques. Et puis, troisièmement, la finalité, évidemment. Pour quelle finalité on va retrouver la finalité alimentaire, le problème de l'expérimentation animale, où le débat est... Voilà. Et puis, la corrida, les animaux de loisirs, etc. Bon, où c'est quand même moins défendable.
hein, parce que faire martyriser pendant 20 minutes un taureau, tout ça pour provoquer du plaisir, un plaisir étrange d'ailleurs, à des spectateurs. Et c'est là où Wolf, je retrouve Wolf, parce que Wolf, il met en balance, il dit, mais que vaut la souffrance de quelques animaux, il parle des delphinariums et des taureaux, que vaut la souffrance, il met en balance la souffrance de quelques animaux versus le plaisir de quantité d'humains. Donc pour lui, c'est ça qu'on met en balance, la souffrance et le plaisir. Ça veut dire que par définition, ontologiquement, si vous voulez, l'être humain est fait pour le plaisir et l'animal est fait pour souffrir. Mais pour lui, c'est comme une évidence. Donc c'est là où vous voyez ce que je me pose, cette espèce d'articulation entre le spécisme ontologique, le spécisme affectif, le spécisme éthique. Et que je me demande ce qui est premier, dans quel sens ça marche, etc. Et je vais m'arrêter là. Pour discuter, pour lancer la discussion, si vous voulez, une discussion générale aussi avec les interventions précédentes. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que les distinctions entre spécisme ontologique, affectif et éthique, c'est une distinction que vous introduisez vous-même? Et si oui, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux quelle est la différence Je ne les ai pas trouvées en tant que telles. Enfin, ça ressortait de mes lectures. Hein. Bon, mais je les ai mises en mots comme ça. Bon, spécisme terminologique, vous voyez ce que c'est. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire visage? Pourquoi est-ce qu'on va dire mettre bas? Avec les connotations dévalorisantes. Et accoucher. Bon, accoucher, c'est pas terrible non plus. Je ne sais pas finalement. Enfin, vous voyez, ça c'est terminologique. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire le visage pour un chat? Mais pourquoi on ne va pas dire... Bon. Terminologique, ça va? Bon. Ontologique, alors ça veut dire que soit par la volonté divine, quand on est dans une ontologie religieuse, hein, par la volonté divine, soit, alors, pour je ne sais quelle raison, enfin, c'est l'idéologie, si vous voulez, ontologie, c'est l'idéologie, ça veut dire que par essence, même, pour moi, c'est de la théologie laïcisée, l'ontologie. Hein. Je ne suis pas philosophe, hein, donc, je sais pas, oui. C'est, oui, une espèce de théologie laïcisée, c'est que par essence, les animaux, au sens restrictif, sont inférieurs à l'humain. Et ça, on ne peut pas transiger, c'est comme ça, parce que c'est comme ça, c'est dans les essences, et donc ça doit être marqué par une césure à tous les niveaux, dans le vocabulaire, dans la façon dont on en parle, dans la façon dont on les traite, etc. Donc ça, c'est le soubassement, quand même. On peut dire idéologique aussi, c'est le soubassement. Alors, affectif, c'est quand je vais dire, mais pourquoi tu le tortures là? Ce ne sont que des animaux, donc je n'ai pas à avoir de connivence affective avec eux. Peut-être bien qu'ils souffrent, j'en sais trop rien, mais... Alors, quand par exemple Wolf dit, il n'y a qu'un argument contre la corrida, c'est possible, mais pour moi il est décisif, c'est la sensibilité. Bon. Sur la souffrance du taureau, lui, il n'est pas clair, parce que tantôt il dit, mais non, il ne souffre pas, parce qu'il y a les endomorphines, là, ils sécrètent des endomorphines, donc ça les empêche de souffrir, très bien. Ou bien alors ils disent, oui, d'accord, ils souffrent, mais ce ne sont que des animaux, donc ils peuvent souffrir si ça fait plaisir. Non, oui. Alors, c'est là où l'ontologie, effectivement, oui, mais l'ontologie va susciter un spécisme affectif, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'empathie. Si vous voulez, le spécisme affectif, c'est l'empathie. Hein? L'empathie, je souffre avec eux. Hyper-empathie, alors c'est Bardot, elle va aller sur l'arène et puis bon, se faire embrocher elle-même, etc. Ça, c'est hyper-empathie, ou bien Alexievitch, ou bien d'autres, etc. Surtout ceux qui sont hyper-empathie aussi, qui peut être constitutive, ou créée, ou suscitée par la situation, par exemple. Tous ceux qui sortent de camp de la mort, ils ne supportaient pas de voir un ver de terre. Il y en a beaucoup de récits comme ça. Alors c'est Patterson, Éternel Treblinka, tout ça, j'en ai pas parlé. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et anempathie, alors, c'est l'absence d'empathie. Alors, l'anempathie, moi j'ai demandé, il faut que je demande à Laurent Bègue, par exemple, psychologue, hein, l'anempathie, est-ce que c'est constitutif? Est-ce que c'est dans le psychisme? Est-ce que c'est l'éducation? Ou est-ce que c'est l'idéologie dans laquelle on baigne?
je ne vais pas empathiser parce que ce ne sont que des animaux. Parce que pour moi, c'est ça la formule qui définit toutes les formes de spécisme, c'est ce ne sont que des animaux. Donc ils ne méritent pas qu'on souffre pour eux, c'est que des animaux. Même s'ils souffrent eux, bon ben moi je ne vais pas empathiser, parce que ce ne sont que des animaux. Mais vous voyez qu'effectivement tout ça est lié. Alors l'éthique, ben, c'est le jugement, et après il y a la pratique, je ne sais pas parler spécifique. Les implications pratiques, que j'ai mises, bon ben c'est politiser la question animale, ben, c'est ça. Donc les implications pratiques, le droit, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va les traiter, etc. Mais souvent le droit, alors là encore c'est les animaux sauvages et les animaux de compagnie, et les cochons dans les fermes-usines, ben oui mais 3 millions on fait comment? Ils sont 25 millions en France, on va en faire quoi? Des cochons, 26 millions dans les fermes. Alors on va les mettre comme ça dans la verdure, mais où ça? Vous imaginez? En plus personne n'en veut maintenant. Moi j'ai une amie dans le Forez, là où j'ai ma maison, elle voulait monter une porcherie en plein air, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu parce que personne n'en voulait. Ah, ça fait du bruit, c'est sale, et bon, donc il faut les enfermer. Non, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Je peux les définir séparément, mais après l'articulation, c'est pas facile hein, de voir comment. Parce que souvent c'est lié. Et si vous voulez, j'ai appelé ça la troisième partie là, mais en fait le mot spécisme affectif et spécisme éthique, le mot qui me revenait toujours en tête quand je travaillais là-dessus, c'était « c'est dégueulasse ». J'aurais pu l'appeler « c'est dégueulasse ». Excuse-moi, mais ça me revenait tout le temps. Parce que c'est dégueulasse, j'aime bien l'adjectif, c'est à la fois affectif, ça veut dire c'est révoltant, ça me met mal. Et puis c'est immoral, c'est dégueulasse. Donc c'est ça. Si la nécessité, c'est celle de l'action pour changer un état de fait qui est intenable, est-ce que dans vos lectures, vous avez croisé d'autres voies que celle, de l'empathie et celle du souci personnel, comme pour la cause environnementale, où il faut moins maltraiter les animaux pour que nous-mêmes, humains, soyons mieux? Est-ce qu'il y a d'autres voies que celle de l'empathie ou de, je ne sais pas comment dire, oui, du souci individuel, humain, pour arriver à la cause animale et aux actions qui sont nécessaires pour changer les choses? Pour sensibiliser les gens, vous voulez dire? Voilà. Alors moi, je pourrais vous dire ce qui m'est arrivé à moi, je ne sais pas. Moi-même, ça se mélangeait. C'est pour ça que... Moi, quand j'ai commencé, encore une fois, bon, j'étais intéressée, enfin voilà. Puis j'ai lu. Je me disais, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon, alors, sensibiliser, c'est d'abord savoir, les savoirs. Bon, les savoirs sur les aptitudes. C'est là où l'éthologie joue un rôle, la science. Les savoirs. Parce qu'il paraît qu'il y a, par exemple, dans les élevages industriels, ceux qui disent encore que les animaux ne souffrent pas, qu'ils ne sont pas intelligents, que bon, c'est-à-dire ces savoirs archaïques sur les animaux, ils se perpétuent encore. Bon, donc il y a la voie, moi j'y crois beaucoup, à la voie des connaissances. Et là, je pense que là, le boulot c'est scolaire, dans les établissements scolaires, dans les manuels, moi je ne sais pas, mais ça serait un travail à faire passionnant hein, pour vous ou pour votre équipe, c'est d'aller regarder dans les manuels comment sont traités les animaux. Est-ce qu'il y a vraiment intégration des savoirs contemporains, des savoirs nouveaux, en éthologie animale? Moi, j'en sais rien. Hein. Dans les manuels de philosophie aussi de terminale, il faudra aller regarder. Mais j'ai bien peur, comment est-ce qu'ils parlent de Descartes, de l'animal-machine voilà. J'ai une amie qui a fait le Descartes, là, justement, pour, comment ça s'appelle, dans la collection de manuels, c'est que des éloges, et aussi Claude Bernard, c'est que des éloges. Je dis, mais enfin, Claude Bernard, il dit, oui, mais c'était pour la science. Alors, une amie qui est prof de philo en lycée, au lycée du Parc, là, qui écrit des manuels, mais je suis terrifiée quand je vois ça, quoi. Il n'y a aucune intégration des savoirs contemporains ou de la réflexion contemporaine. Bon. Enfin, passons. Donc, le savoir. Et moi, c'est en lisant... Écoutez, j'ai regardé Al 214 comme tout le monde. Hein. Ça ouvre quand même les yeux. Les savoirs, les connaissances, que ce soit l'ivresse, que ce soit sur les souffrances animales. Après, comment titiller la fibre empathique? Moi, j'en sais rien, parce que là, il y a des données individuelles hein, qui ont été beaucoup documentées aussi. Mais en général, quand vous dites aux gens, c'est ça qui est curieux, parce que c'est qu'après, il y a le blocage. Même quand vous dites aux gens, même pour le fromage, hein, quand vous dites, mais
moi je me dis, on ne va pas parler de comment on s'en tire dans nos activités quotidiennes. Enfin, Bonardel est parti, donc je peux dire que je mange encore du fromage. Mais je mange plus de viande, mais bon, après c'est des dégoûts. Hein. Comment ça fonctionne après le dégoût? Ce pourquoi j'avais du goût, j'ai eu du goût pour le voir, maintenant j'ai que du dégoût, et quand je le vois, parce qu'on pense tout ce qui est en amont. Donc c'est le voile qui se déchire, enfin il y a eu beaucoup de métaphores là-dessus, le déclic, le truc, donc je vois en amont tout de suite la souffrance. Mais pour le fromage, je n'y arrive pas, j'ai beau me dire, bon ben voilà, je mange du fromage de chèvre, ça veut dire les petits chevreaux, et je sais comment, hein. C'est 10 centimes, et qui sont vendus, entassés dans des petites boîtes en carton, là, et envoyés en Pologne, je ne sais quoi, parce qu'en France, on n'aime pas manger la viande de chèvre. Donc tous ces petits chevreaux, là, mais c'est terrible. Je mange quand même mon fromage de chèvre. Mais bon, alors oui, c'est pas automatique, ça passe pas tout de suite dans les comportements, hein, les savoirs. Ils ne se convertissent pas forcément en empathie, et l'empathie ne se convertit pas forcément en action pratique. Ça serait trop simple. Mais... Ça, qu'est-ce qui pourrait conduire à légiférer Alors, évidemment, le droit. C'est pour ça, politiser. Ça, je suis d'accord. Il y a les comportements individuels, qui s'ils se multiplient, ça fait des collectivités, ça fait des forces de pression quand même, mais c'est au niveau du politique. Et moi, je vais vous dire, je viens de lire le bouquin de Loïc Dombreval. Je suis très admirative et je m'en veux d'avoir été un peu sévère là-dessus. Sur Dombreval, c'était juste, enfin, je dis que c'est bien, mais que c'est quand même un cache-misère un peu. Et puis je cite l'autre là qui dit que c'est une loi bisounours. Ben, je voudrais les y voir. Parce que lui, mais c'est fou, je viens de lire le récit de tout ce qu'il fait, enfin, en tant que député pour la cause animale, et je suis quand même très, très admiratif, hein, parce que d'abord, il a été ridiculisé, on l'appelait Monsieur Bardot, enfin, tout ça, les premières années qu'il est arrivé là, quoi, la cause animale, femmelette, machin, tout ça, hein, tous les stéréotypes sexistes en plus, dont je parle là, la question genrée, là. Et donc, il a eu à subir tout ça, il s'est obstiné, et quand même, cette loi, bon, c'est qu'un début. On le... Bon. Non, mais c'est quand même un début et c'est très courageux de sa part. Il faut être un acharnement. Villani avait essayé, bon, il s'est fait. Bon, un acharnement avec tous les lobbies. Dans le monde politique, c'est pas facile. Même dans. Bon, je sais que même dans les municipalités, les instances qui sont écologiques, j'ai parlé l'autre jour à Grenoble avec celle qui représente le parti animaliste au sein de l'équipe de Grenoble, elle en pleurait presque. Elles disent « Oh, mais les écolos, ils s'en fichent finalement de la cause animale. Hein. » Pas ça. C'est très minoré, c'est « Oh, ça reste encore, c'est de la sensiblerie. » Et puis surtout, ça a trop d'impact. Qu'est-ce que vous voulez? Des impacts sur la vie quotidienne. Comment veux-tu? J'allais dire « Il ne faut plus d'élevage industriel. » Moi, je veux bien. Alors, on peut reprocher à Loïc Dombreval d'avoir laissé de côté l'élevage industriel, mais enfin, 80% de ce qu'on consomme vient peut-être plus, hein, entre 80 et 85% vient d'élevage industriel. Alors si on supprime ça, ça veut dire quoi? Ouais, c'est un peu, je trouve, désespérant. C'est désespérant, oui. Il y a une nécessité qui est des lois, et en même temps, je me dis que la science et l'empathie ne sont pas assez, peuvent pas combinées. faire le pont. Oui, parce que c'est ça, en fait, science et empathie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Science et sensibilité combinées, savoir et sensibilité combinées, ça fait quand même une modification une modification des représentations quand même collectives. J'ai l'impression, d'ailleurs l'existence d'un petit labo, excusez-moi, d'un groupe de recherche comme ça, c'était impensable il y a quelques années, mais impensable. Et même Derrida, dont on parle beaucoup, j'aime beaucoup son bouquin évidemment, vous dites très célèbre, mais c'est tout récent, parce que d'abord il est posthume, mais moi j'ai suivi le séminaire de Derrida, mon grand âge à la rue d'Ulm, hein, il ne parlait jamais des animaux, mais jamais. Et quand j'ai découvert, grâce à Elisabeth de Fontenay, j'ai découvert Derrida, parce que Sans offenser le genre humain, elle a un chapitre sur Derrida. Après, j'ai acheté son bouquin, c'était pas facile à trouver d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, hein, mais il n'en parlait pas. C'était impensable, il aurait été ridiculisé complètement. Ça ne passait pas. Il était tout seul avec Fontenay. C'est pour ça que Fontenay a un courage que moi j'admire beaucoup, même si il n'est pas toujours apprécié des antispécistes, parce qu'elle a osé dire qu'elle continue à manger de la viande malgré tout. Puis effectivement,
son conflit avec Singer, que j'essaie d'expliquer là dans mon bouquin. Bon, enfin bref. Donc c'est désespérant, mais en même temps, vous savez, moi je suis très aussi yo-yo, alors des fois c'est désespérant, puis après je me dis, ah mais quand même, il y a une sensibilité qui progresse. Hein. Et je crois que le monde politique est quand même en retard, enfin, c'est ce qu'on dit d'après les statistiques, hein, qu'il est en retard par rapport à la mentalité collective de la population, par exemple sur la chasse ou sur la corrida. Puis là, il faut dire qu'avec Macron, ça, on n'est pas gâté, quoi, parce que... Non, mais sur ce plan-là, moi je ne peux pas faire, mais sur ce plan-là, c'est une vraie catastrophe. Hein, ça, c'est le plus anti-animaliste de tous les présidents de la République qu'on n'ait jamais eu. Alors bon, ça... Pardon, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce que vous pourriez revenir sur la question de la réversibilité de la question analogique, sur ces problèmes? Ben, je ne sais pas. Ouais. Je ne me suis pas penchée sur ce chapitre-là depuis un bon moment parce que ça me chiffonne et tout, parce que bon, moi, je ne veux surtout pas minimiser la Shoah, qui est quelque chose qui, moi aussi, me bouleverse plus que tout, évidemment. Mais alors, on dit, attends, ça marche dans le sens, on va dire, non, là, je ne l'ai pas. Tout le monde admet qu'on peut dire que sous le nazisme, les Juifs ont été traités comme des animaux. Bon, ils ont été traités comme des animaux. On ne peut pas dire que dans les fermes-usines ou dans les abattoirs, les animaux sont traités comme des Juifs. Comme les Juifs l'ont été traités, ça complique, il faut contextualiser. Comme les Juifs l'ont été traités sous le nazisme. Hein, c'est ça. Pourquoi? Alors je sais bien que les analogies ne sont pas toujours réversibles parce qu'il y a la fonction argumentative, c'est compliqué, hein, je sais pas sur moi. Mais pourquoi, à votre avis, on ne peut pas dire ça? Je répète, on peut dire, sous le nazisme, les Juifs ont été traités comme le sont les animaux. Mais le présupposé, c'est que c'est normal parce que c'est que des animaux. Donc ça, on peut le dire. Mais pourquoi on ne peut pas dire les animaux dans les élevages industriels sont traités comme l'ont été les Juifs. Vous savez, c'est ces mouvements extrémistes là qui font, et souvent c'est iconiquement, ce qui est encore beaucoup plus choquant. Vous savez, le scandale là, c'est comment il s'appelle ce mouvement radical antispéciste là, bon, qui faisait des photos. Il a organisé plusieurs mouvements, enfin plusieurs manifestations, avec des photos, d'un côté des élevages de poulets ou de porcs, et puis de l'autre, le stalag, enfin bon voilà, de l'autre. Et c'est tout. Métaphore iconique in praesentia. Vous avez entendu? Ça se ressemble. Mais est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est pareil? Mais une analogie, ce n'est pas une identité. Ça veut dire, pour qu'une analogie soit valable, il faut qu'on considère que les traits communs entre X et Y soient suffisamment pertinents pour que l'analogie soit acceptable. Voilà. Alors, la réponse à cette question, est-ce que les traits communs, on peut les énumérer, les traits communs, évidemment, l'entassement, la souffrance, le machin, tout ça, on peut les énumérer. Il y a des différences aussi. Les différences, c'est la finalité. Dans un cas, c'est quand même pour nourrir là, dans l'autre cas, c'est pour les détruire parce qu'ils font honte à l'espèce humaine. Donc, ce n'est pas la même finalité. Donc, c'est là où on va évaluer l'importance relative des traits communs et des différences. Et c'est là où l'ontologie ou l'idéologie spéciste ou antispéciste va jouer un rôle. Alors, ce que j'ai dit là à Monrel, c'est, je lui disais que refuser l'analogie relevait d'une attitude spéciste. Et accepter l'analogie relevait d'une attitude antispéciste. Hein, c'est ça. Et alors je me suis aperçue après qu'en fait, il n'y avait pas la même conception du mot spéciste, antispéciste. Et à l'époque, il n'y connaissait pas grand-chose. Après, on a eu des échanges très très courtois, bien sûr, puisqu'il m'a fait venir d'ailleurs à sa table ronde et qui va faire un colloque là-dessus en juin à l'AFCL. Hein.
il organise un colloque en juin sur le même sujet, avec toujours sans doute les mêmes. Il y aura Astrid Guillaume, il y avait Florence Burga, il y avait... Bon, et puis il y avait un troll. Vous vous souvenez, vous l'avez pas vu la vidéo là? Il y avait un troll russe qui est venu en plein milieu là pendant 20 minutes en train de faire... Bon voilà, c'était bizarre. Mais enfin bref, c'était un colloque qui a eu lieu à l'Association des sciences du langage en février dernier. C'est une petite table ronde en préparation d'un colloque qui va avoir lieu en juin. Et je me suis aperçue que pour lui, alors le spécisme, c'était la frange ultra marginale des activistes. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. D'abord, j'ai une vision graduelle, et puis je ne dis pas un tel est spéciste et un tel est antispéciste. Ça s'applique plutôt à certains objets de réflexion, à certains thèmes. Et je veux dire, là, on peut avoir, sur cet objet-là, on a une attitude plus ou moins spéciste, non spéciste, antispéciste, etc. C'est-à-dire une mosaïque de positionnement, si vous voulez, en plus de affectif et tout. Donc j'essaie de nuancer tout ça, et voilà. Alors globalement, oui, alors c'est pas ça, souvent les gens, pour eux, antispécistes, c'est ces mouvements activistes-là, bon, qui vont mettre du sang sur les boucheries et tout ça, bon voilà. Alors que c'est un positionnement, pardon ? Pour agir dans le même sens que C'est un positionnement par rapport à la question de la relation homme-animal, avec toutes sortes de facettes possibles, bien sûr. Et surtout par rapport à la césure. Est-ce qu'on admet la césure ou est-ce qu'on admet... Alors, cela dit, moi, pour être franc, je pense qu'il est impossible, là encore, puis il fait partie... Je pense qu'il est impossible de ne pas être, à certains égards, spéciste. Ça, je suis quand même... D'abord, ne serait-ce que par encore, on est en position surplombante. On est en position surplombante, c'est nous qui analysons ça, c'est nous qui... Spéciste. Et en plus, moi je suis linguiste, de toute façon, je sais que la langue est égocentrique. Benveniste. C'est benveniste. Benveniste. Égocentrique. Qu'est-ce que c'est que la langue? D'abord, la parole, c'est s'accaparer le je. C'est ça. Je dis je me dis. Alors, la subjectivité animale, d'un point de vue linguistique, la subjectivité, c'est ce qui peut s'exprimer par un je. Les animaux, ils n'en ont pas. Où est-ce qu'ils en ont? Ils n'en ont pas comme nous un je. Mais ils ont des signatures vocales. Tous. Ben, Macron, là, justement, des signatures vocales, tous. Signatures vocales, individuelles, d'espèces, de dialectes, machin, des signatures. Est-ce que la signature vocale, c'est assimilable à un je? J'ouvre la bouche, rien qu'avec ma voix, ben, ce qui suit. C'est pas tout à fait je. Non, mais vous voyez, j'ai dit, alors, pour benveniste, la langue, est pas, de toute façon, elle est par définition égocentrique. C'est-à-dire, quand je parle, j'organise tout le monde, mes énoncés, je les énonce, je l'organise par rapport à moi, par rapport à mon point de vue, mon regard. Oui. Bon, on peut transposer ça, me semble-t-il, à l'échelon des espèces, l'espèce humaine. Elle organise le monde par rapport à ses propres points de vue, par rapport à ses aptitudes, il me semble. Donc, dans certains cas, il me semble que le spécisme est naturel, bon, je n'ose pas dire ce mot, parce que naturel, il est incontournable. C'est nous, encore une fois, qui décrivons les autres, qui analysons, qui moralisons, qui... Oui, ce que je veux dire. Est-ce qu'il ne conditionne pas aussi, est-ce que le spécisme conditionne pas un peu aussi nos capacités d'action par rapport aux animaux je pense. Ah ben complètement. Est-ce qu'il n'est pas salubre quelquefois vous voulez dire par rapport en bien? En fait, je pense... ah, mais bien sûr que si. Mais c'est ce que Singer reconnaît. Ils reconnaissent tous, les antispécistes de Net reconnaissent ça, que c'est nous, pour le plan de la morale. Sur le plan de la morale, c'est nous qui édifions ce principe moral qu'il ne faut pas faire souffrir les autres espèces animales. Et c'est justement, c'est ce qu'ils disent tous, les antispécistes intelligents, ils sont la plupart quand même, hein, c'est vrai, ils disent tous ça, que c'est parce que nous sommes supérieurs moralement que nous avons des responsabilités morales et juridiques vis-à-vis des animaux. Enfin, il me semble. Vous pouvez pas, donc, c'est reconnaître implicitement notre supériorité morale, qui nous donne des devoirs, de créer des droits. C'est nous qui allons créer les droits. Donc là, je ne sais pas, c'est dommage, je
pas s'il y a des antispécistes un peu plus radicaux que moi dans le public, radicaux du moins qui ont des certitudes, parce que les miennes sont assez vacillantes. Il y en a sur lesquels je ne vacille pas du tout, c'est l'histoire de la souffrance. Alors là, non. C'est dégueulasse. Non, mais vraiment, alors là... sinon, sur les théories, de toute façon, sur les aspects plus théoriques, pour moi, c'était quand même pas clair, hein, cette histoire de... Moi, je ne veux pas accaparer la parole et je parle vraiment là en tant que citoyen parce que ce n'est pas du tout mes recherches, mais j'ai eu l'impression que vous disiez qu'il y avait des... Comment dire, que quand vous dites le spécisme ne définit pas, ou l'antispécisme, un individu, mais soit un objet, une attitude par rapport à... Oui, mais alors... J'ai l'impression que ça peut... c'est pas définitivement caractérisant et que, évidemment, quand on voit la photo que vous montrez... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est d'abord par rapport à l'attitude, par rapport à tel ou tel problème. Mais après, selon votre ensemble, votre palette d'altitude, hein, vous allez être plus ou moins spéciste ou antispéciste. Hein, je ne vais pas dire, bien sûr que si, là, regardez, alors là, Digard, il est 100% spéciste. C'est affreux, vous n'avez pas lu ça. Mais il dit des trucs. Bon, d'abord, alors là, pour la vérité, en plus, il dit que non, Descartes, parce qu'il faut sauver Descartes. Bon, parce que c'est notre symbole national. Alors, c'est pas lui qui a inventé l'animal-machine. Ah, ben, il vous dit ça. Mais et il dit d'autres choses absolument. Alors, Francis Wolff, c'est avec lui que je bataille le plus, parce qu'en plus, je le connais un petit peu. Et puis, je ne comprends pas vraiment comment. Son truc de la corrida, mais c'est terrible, enfin, c'est vraiment terrible. Mais en fait, j'ai compris, parce que j'ai d'abord lu. En lisant après l'animalisme est un anti-humanisme, humaniste, antispéciste, humaniste, animaliste, j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'humanisme. Je comprends, c'est qu'il considère, il est fondamentalement spéciste, c'est-à-dire que son principe, c'est ce ne sont que des animaux, donc il est en plein dans cette logique de la supériorité ontologique de l'homme sur l'animal. Mais vraiment. Mais sauf que dans son bouquin, évidemment, comme c'est quelqu'un de bonne compagnie, qui enrobe un peu, qui noie le poisson, tiens, encore une métaphore, parce que je fais un inventaire des métaphores sadiques, il y en a plein, hein. Il noie le poisson, donc, voilà, et puis c'est à la fin qu'on se dit, mais c'est incroyable, en fait, à la fin, c'est une espèce d'affirmation explicite du spécisme, c'est même à 3 niveaux, c'est-à-dire presque le Dieu en haut, bon voilà, et il réhabilite complètement toute la conception traditionnelle du maître, de l'homme, maître et dominateur des animaux. Bon, voilà. Donc j'ai mis là, alors Fontenay, c'est la plus compliquée, c'est pour ça que je l'ai mise, animaliste, spéciste. Oui, j'essaie de faire une distinction entre animalisme, humanisme animaliste, spécisme antispécisme. Parce qu'animal, elle est vraiment animaliste. On ne peut pas lui enlever ça. Ah, bon, elle mange de la viande, d'accord. Elle est vraiment... D'ailleurs, j'avais mis ça quand même, parce que voilà. Regarde, c'est magnifique ça, c'est dansant, offensé. Elle est animaliste, c'est-à-dire qu'elle défend complètement la cause, tout en disant, mais on ne peut pas nier qu'on a une supériorité de responsabilité, et on ne peut pas nier non plus qu'on a une solidarité morale au sein de notre espèce. Et c'est après, en lisant son livre sur Gaspard, son dernier, qu'on comprend l'affaire. C'est qu'elle a un frère depuis toujours qui est très très gravement handicapé, qui vient de mourir d'ailleurs, à 80 ans, qui est très gravement handicapé. Donc elle vient d'écrire un livre qui est sur Gaspard, comment s'appelle Gaspard, le silence de Gaspard, je crois. Et c'est là qu'elle comprend que quand elle lit Singer, elle ne supporte tout simplement pas qu'il fasse des comparaisons qui sont d'ailleurs, que moi aussi je trouve embarrassantes. Je ne sais pas vous comment vous percevez, il y a des choses dans Singer qui... Alors lui, c'est le principe de l'égalité, bon voilà, égalité, hein, à souffrance, hein, aptitude égale, traitement égal. Or, des handicapés graves, ils ont moins d'aptitude qu'un grand singe, donc on doit les traiter. Il y a quelque chose quand même qui se hérisse, mais je ne sais pas. Hein. Bon, et Fontenay, elle a le courage de dire ça. Elle dit, ça me hérisse, je ne peux pas... Hein. Il y a une solidarité morale au sein de notre espèce. Et alors après... Moi, je vous avais mis ces 2 textes-là parce que c'est ceux, le deuxième est hyper connu, mais je les adore. Là, de Fontenay. Enfin, là, je m'y retrouve complètement. Alors, c'est moral, c'est affectif, c'est les deux. Hein. C'est ontologique, c'est les deux.
Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la mort qui constitue pour l'animal la plainte, mais l'emmurement ne sont pas. Parce que c'est ce que j'ai aussi, je te dirai, c'est qu'il y a deux types de crimes qu'on commet contre les animaux actuellement. Et c'est sur le tard que j'ai compris qu'il fallait les différencier complètement. Il y a le crime d'exterminer la faune sauvage. On extermine des êtres qui existent. Bon, voilà. Et on leur fait souffrir. Dans la chasse, comme vous dire. On les fait souffrir, on les extermine, la pêche, tout ça. Mais d'autre part, il y a le crime productionniste. Et c'est ça. On les produit en masse. Est-ce que c'est encore des animaux? Est-ce que c'est des vivants? À peine. Et on les produit pour nous nourrir, etc. Et c'est encore une fois Derrida qui le dit très bien dans un texte assez terrible, où il pousse l'analogie des camps de la mort dans son extrémité la plus embarrassante. Il dit, c'est comme si les nazis avaient pris les juifs et les avaient, au lieu de les mettre à mort, tu sais, les avaient fait se reproduire, pour nous nourrir, pour les esclavagiser, etc. Et il y a un roman, d'ailleurs, dont j'ai oublié le titre, qui a fictionnalisé exactement ça, sans connaître, c'est un roman d'un pays de l'Est, sans connaître Derrida et tout, et qui a inventé ça, que les Juifs auraient, que les nazis auraient refabriqué comme ça, en les animalisant pour de vrai, et en faisant des esclaves pour toutes nos ressources alimentaires et autres. Donc ça, elle a raison. Ce n'est plus seulement la mort qui constitue, mais l'emmurement de son pauvre corps, de sa pauvre vie, dans l'abstraction terrifiante de l'animalerie et de la salle d'expérimentation. Ou dans l'espace concentrationnaire, ouais, elle n'a pas peur de... Pourtant, elle est fille de juifs, elle est juive évidemment, dans l'espace concentrationnaire de l'élevage en batterie. L'amnésie constitutive de la réalité, qui est celle qu'on pratique en l'air, l'indifférence. C'est ça le spécisme affectif. Et puis alors, Mila Kundera, bon voilà. Là, spécisme moral. Mais un peu, hein, ça tire ce qu'elle a dit, la faillite fondamentale. Bon, je crois quand même. Mais je voulais juste vous lire, justement à ce propos-là, parce que, où est-ce que je l'ai mis? Ah, sur, je vais finir ça quand même, sur Morisot, que par ailleurs, évidemment, que je l'admire. Oh, pardon, il y a une question? Est-ce que vous êtes intéressé à ces cas de lexicaux qui me semblent intéressants, qui sont présents dans plusieurs langues même, de changement de substantif pour désigner tel ou tel animal en fonction de son passage à l'état d'aliment? Le changement de substantif qui passe, j'entends pas très bien. Le changement de substantif pour désigner tel ou tel animal en fonction de son passage à l'état d'aliment, en fait, qui est présent dans... Ah, la métonymie. Oui, le fait de, par exemple... Alors qu'en anglais, c'est un peu... Oui, entre alors, le oui. pescado, entre le cochon et le porc, entre la vache et le bœuf. Alors qu'en anglais... ou alors, il me semble que c'est aussi le cas pour la poule, le poulet. En fait, ces cas-là, j'aimerais avoir votre avis de linguiste à ce sujet, pour savoir ce changement de... Que pour nous, il y a une assimilation totale de la viande de boucherie et de la viande sur pied. Alors ça, j'en parle évidemment, mais je n'ai pas fait systématiquement en comparant les langues parce que j'en serais bien incapable. Mais ça serait très intéressant. Alors, personnellement, je suis linguiste, mais quasiment monolingue. Enfin, j'ai travaillé que sur le français, hein, aussi bien le lexique que les discours, etc. Je serais incapable de faire... Mais ça aussi, ça serait, si vous élargissez à d'autres langues, il y a toutes sortes de choses à faire du point de vue contrastif, comparaison des langues, en particulier sur ce point. Bon, sur le spécisme dans le vocabulaire, comme on l'a vu avec le japonais, mais ça c'est très intéressant. Alors ce que ça veut dire simplement cette métonymie, hein, puisque c'est qu'on assimile la viande sur pied et la viande de boucherie en français. Encore, on dit manger du bœuf, c'est des vaches, dans 3/4 des cas, hein, c'est des vaches de réforme, le bœuf qu'on mange, hein, sauf le bœuf de la Belle Rouge. C'est de la vache de réforme. Hein. Une fois qu'au bout de 3 ans, qu'elle ne fait plus assez de lait, pof. Mais c'est ce qu'il voit aussi, et alors il faudrait le faire aussi d'un point de vue sémiotique avec les représentations. Alors ça, j'en parle un petit peu. C'est que, par exemple, quand vous avez dans un dictionnaire, la représentation d'une vache, d'un bœuf, c'est découpé en morceaux.
Dans toutes les encyclopédies, vous avez ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la vache sur pied, en fait, c'est potentiellement de la viande. Mais alors, toute la relation entre l'animal vivant et la viande, c'est très intéressant. Il y a une sociologue qui a travaillé là-dessus aussi, à partir des abattoirs, comment on transforme l'animal vivant en viande pour que le crime soit supportable, enfin tout ça. Ça, c'est aussi la métonymie en action, là, c'est vraiment intéressant aussi. Bon, il y a pas, c'est à deux. Vous pensiez à quelle langue où il y aurait des différences? Ah oui. Le pes, c'est le poisson de la mer, et le pescado, c'est le poisson comestible, mangeable. Et les deux se... Ah enfin, oui, pescado, ah oui, oui. Et en France, il y en a quelques-uns, mais attendez... En France, il me semble qu'entre cochon et très porc... peu. Ah non, 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 ça ne marche pas comme ça. Cochon et porc. Ça serait trop simple. C'est compliqué, la relation entre cochon et porc. Je sais, quand j'ai fait mon index, finalement, je les ai mis ensemble, parce que j'arrivais pas... Je trouvais que ce n'était pas très pertinent de les dissocier. Et souvent, c'est des variantes. Parce que dans les porcheries, vous avez des porcs, mais aussi ils disent des cochons. Quand ce n'est pas les sangliers, dans la chasse, c'est les sangliers. Mais bon, les cochons, passons. Vous voyez, donc, la viande de porc, on dit la viande de cochon aussi. Du cochon, comment on dit, des pieds de cochon. Donc, c'est pas... Non, même là, ça ne marche pas. Voilà, entre la poule et le poulet, est-ce qu'il y a une vraie différence? Ben non, la poule au pot, la poule au pot, ça se bouffe. Le poulet, il galope aussi. Donc il n'y a pas d'exemple. Attends, il doit y en avoir un ou deux. Il n'y a pas. Mais avec un mutton sheep, nous on a mouton. Il me semble que j'en ai trouvé, mais je n'ai pas cherché. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Très très peu. Qu'est-ce qu'il y aurait? Vous ne voyez pas? Bon. Je vais quand même vous lire ça parce que je l'ai retrouvé et que j'aime ce qui me tient à cœur. Voilà. C'est à propos de Morisot. Non, il y a Lamarck d'abord. Ah ben oui, je cite Lamarck, tiens là. Voilà. On le voit également avec Baptiste Morisot, dont on ne peut que partager l'émerveillement lorsqu'il nous décrit ses séances d'affût et de pistage dans les somptueux décors du Vercors, où il s'adonne avec les loups à un concert de hurlements, ayant le sentiment de dialoguer avec le monde, protégé par des ancestralités bienveillantes. C'est très bon. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'il sait, apparemment, il sait dialoguer avec les loups. Hein. Je ne sais pas comment, si ça marche vraiment, mais enfin. On ne peut aussi être d'accord avec on ne peut aussi qu'être d'accord avec l'affirmation selon laquelle il y a d'infinies manières d'être vivant, qui toutes méritent des égards, et ont vocation à cohabiter de façon diplomatique. C'est son mot-clé, hein, Morisot, la diplomatie. Bon. Morisot s'attardant sur le cas de la cohabitation entre loup et pastoralisme. On peut toutefois regretter, balancement argumentatif, on peut toutefois regretter que si Morisot évoque les loups, les moutons et les abeilles, et même les forêts et les océans, son panimalisme, c'est appelé ça panimalisme, son panimalisme s'arrête au seuil des fermes-usines. Pas un mot sur ces millions, ces milliards d'animaux zombies dont on peut se demander si durant leur courte vie, ils appartiennent bien au monde du vivant. On a vu que pour Derrida, on ne peut en tout cas plus parler à leur sujet d'animal digne de ce nom, et quel modus vivendi est avec eux concevable. Dans un tel contexte, il y a quelque chose de tragiquement dérisoire dans ces formules auxquelles on ne demande pourtant qu'à applaudir, devenir diplomate, se montrer cosmopolie et faire entendre la voix créative des interdépendances. La voix créative des interdépendances entre nous et les autres animaux. Je finis là-dessus parce que c'est nous et les autres animaux. Moi, je veux bien cosmopolie, c'est-à-dire poli avec tout le monde, avec tous les animaux, les plantes, les ruisseaux, tout ça. Moi, je veux bien. Mais poli avec les cochons, les 25 millions de cochons qui sont actuellement dans les conditions que vous savez, c'est ça, cosmopolie, c'est diplomate, ça. Et comment on peut préconiser de l'être? Ils n'en parlent, pardon, je vais m'arrêter. Ils n'en parlent tout simplement pas parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il faut les fermer, c'est tout, mais qu'est-ce qu'on va bouffer? Ah, mais c'est ça, donc c'est un tabou encore maintenant. Je pense
la cause animale progresse, mais à part quelques individus particuliers qui s'intéressent, qui mettent l'accent, qui focalisent sur cette histoire qui est la pire martyrologie, avec l'expérimentation animale, mais là, il y a la finalité qui n'est pas la même quand même. Hein. L'expérimentation animale, c'est compliqué. Mais, sauf que dans 90% des cas, ça ne sert à rien, mais quand même, c'est plus compliqué. Mais là, les animaux martyrs dans les fermes-usines, je ne sais pas. Mais en tout cas, et en ce moment, c'est ça qui m'agace quand j'entends même la Terre au carré, toutes ces émissions-là, il y a beaucoup d'émissions, mais c'est tabou quand même. On ne parle pas des cochons et des poulets, et des veaux, qui sont les purs. Ceux qui souffrent le plus, c'est les veaux, les cochons et les poulets. Ça, c'est sûr. Hein. Et puis on voit encore des vaches. Alors tout le monde me dit, mais si, regarde, il y en a plein des vaches, dans ça dans la nature. Mais oui, on en voit. Ça, c'est un trompe-l'œil, parce qu'il y en a, effectivement. Heureusement, il y en a en France. Il y en a quasiment plus aux États-Unis. En France, il y en a. Mais, bon. Allez, ce triste constat. Oui, ben... Mais alors, je dirais, moi, ce qui m'a lancé là-dedans, c'est des lectures. J'ai dit la lecture de Stéphane Four. Je ne sais pas si pour vous aussi. Hein, c'est ça qui a été mon déclic à moi. Jonathan Safran Foer, là. Hein, ben, c'est ça qui a été... c'est là où j'ai découvert tout ça. C'est les États-Unis, mais ça se transpose tellement facilement. Alors ça a été la révélation. J'avais acheté parce que c'est un romancier que j'aime bien. Et puis là, il a fait cet essai-là. Et alors, tiens, que ça change simplement, je veux dire une chose. Ce bouquin de Four, il a été chroniqué au Masque et la Plume, enfin, sur la littérature, parce que c'est un écrivain américain, connu, apprécié, jeune, etc. Et je me souviens très bien, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé sur Internet, c'était effacé, c'était trop vieux, parce que ça a quoi, ça a 20 ans, le bouquin de Four, là. Et ils disaient tous, sauf une, je me souviens, mais je ne sais pas qui c'est, je pensais, ils disaient tous, mais qu'est-ce qui lui a appris? Qu'est-ce qui lui a appris d'écrire un essai sur la cause animale? Mais enfin bon, ce grand écrivain, mais complètement ridicule, et puis qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun intérêt, tous. Bon. Alors j'ai acheté, évidemment, j'ai trouvé ça incroyablement fort, percutant, ça m'a complètement bouleversé, tout le monde très bien. Et il y a 2 ans, quand Four a fait un roman, et on parlait de Four, ils ont dit oui. Ah, mais c'est lui qui avait écrit, comment ça s'appelle bah, vous savez, faut-il manger des animaux? En anglais, c'est eat animals. Eat animals. Mais ils ont traduit faut-il manger des animaux avec un déontique qui est gênant. Parce qu'en anglais, eat animals, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de manger des animaux? Ça ne veut pas dire eat animals, manger des animaux. Et en français, c'est devenu un impératif. Faut-il manger des animaux? Alors tout de suite, un cas de conscience. Mais peu importe. Et donc là, quand ils ont présenté son roman, ils ont dit, oh, mais d'ailleurs, il y a 15 ans, ou je sais pas quoi, il a fait un essai extraordinaire sur manger des animaux. C'est un ouvrage formidable, qui a été la base de toute une réflexion et tout ça. Je ne sais pas si c'était les mêmes. J'aurais bien voulu comparer, mais je n'ai pas pu avoir le numéro d'origine là. J'aurais vraiment aimé ça, de voir. En tout cas, c'est simplement pour finir sur une touche optimiste, que quand même, ça agit un peu les bouquins comme celui de Four, hein, et que je pense que la sensibilité s'éveille un petit peu sur toutes ces affaires-là. Ah, je pense vraiment. Sauf que moi, je sais qu'il m'arrive de dire, mais qu'est-ce qu'il lui a appris, Catherine, là? Quelle mouche l'a piqué? Qu'est-ce que mouche l'a piqué de s'occuper de ça? Alors là, alors du coup, ça, bon... Chez les éditeurs, chez les linguistes, ils disent, oh, bah quand même, il n'y a pas beaucoup de linguistique là-dedans. Et puis, les autres qui disent, tiens, qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, cette linguiste? Pas chez nous, là. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu un porte-à-faux. Mais après tout, ben oui, c'est... Je pense que cette question-là ne peut pas considérer qu'en porte-à-faux, finalement. Oui, ben oui, ben oui. Oui, mais c'est vrai que la linguistique a été en retard là-dessus. Hein. Donc vous êtes de quelle discipline en général? C'est ça que je voulais savoir. Hein? Oui, oui, ben là, oui. Vous êtes de quelle discipline dans la majorité là? Parce que la cause animale, oui, elle est dans toutes les sciences dures et humaines. Sciences dures versus humaines, ça c'est encore une opposition assez comique, mais...
pour la plupart, dans votre équipe, là, mais on peut, oui, je vais éteindre. Surtout des lettres, je pense. C'est surtout des lettres quand même, hein. C'est surtout lettres. Surtout sur la science humaine aussi. C'est sciences humaines, voilà. Parce que c'est ça, géographie. la sociologie. Vous avez pas fait bien, comment ça s'appelle, Morisot, pas Morisot, Macron. Le sociologue là, de la cause animale, là, Madvon. Non. Pardon. Madvon, c'est un biologiste pour... Oui, c'est celui de biologie que je disais. Non, mais je connais plus, qui travaille sur la sociologie de la SPA et tout ça, qui est à Saint-Étienne et au CNRS, c'est lui, il s'appelle. Bon, ça fait rien. Non, il y a des sociologues et... Vous êtes sociologue, oui, il y a d'autres disciplines que la sociologie? Moi, je suis en philo. Oui, philo, oui, philo, bien sûr, mais philo et... Pardon? Moi, je fais de la sémiotique. Là? De la sémiotique. Ah, De la sémiotique. En sémiotique?